Alors, Patrick, Naguib, vous restez avec nous, hein. On va faire un petit tour au Canada. On va parler d'un thème qui va vous intéresser également, parce qu'on ne peut rien faire sans l'économie. Bien Et c'est pour ça qu'on va aller, dans quelques minutes, interviewer notre ami Houssine Oukardis. Avant tout, Adnouraj, donc, à cette journée internationale de la tolérance, c'est un gala exceptionnel le samedi 22 novembre du côté de Villeurbanne, c'est au centre culturel de la vie associative à Villeurbanne, bien sûr, organisé par l'association Tegmet, Ndaïri, Mourad Garbes, à Lilo, à Bani Hassan. Donc soyez nombreux et nombreuses, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à gagner. Alors, direction Canada, et Tsaradju Arena, notre ami Houssine Oukardis Azoul. Azul, Mohamed, ça fait plaisir de t'entendre, ça fait longtemps. Hein? Ça fait un bail, Tsoudayé, hein? Ah non, 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 jamais. Ça va. Ça va, الوقت يغصب سيتو ها الوقت يغصب يرني حارسه تموسني خصها هاد سناني ذا فاوي شي قرا عمر بود العين وبدا مزياز مباري. Oui, ça passe très vite, effectivement. Ça fait plaisir de. J'aimerais saluer aussi tous les auditeurs, les auditrices de Radio Pluriel. Al-Hussein Patrick, qui est un sportif de très haut niveau, il aimerait investir pour inculquer ce sport et les jeunes, parce que c'est un vivier très important. Et malheureusement, toujours il y a également Melika, il y a Naguib qui est venu nous raconter son histoire qui nous a vraiment intéressés. Et il y a également Fadila qui est en direct de Toulouse. Fadila Azoul. Allô, Azoul Mohamed. Azoul Flam. Azoul, مثلا Houssine, c'est le Canada, et bien sûr, bienvenue à tes invités sur le plateau. Ben voilà, facilement, on peut réunir tout le monde, Fadila, hein, t'as vu? Canada, Théourirt Mimoun, Bijaya, Toulouse, Canada, c'est beau ça. Hein? Exactement. Et là, j'ai entendu les témoignages de tes invités à Mohamed, et ben, je leur souhaite beaucoup de courage, notamment les papas là, avec les enfants. Foudi Garzel et Mas Patrice, le sportif. Patrick. Pardon, Patrice. Patrick, il est en train de passer sa licence de langue berbère. Il veut quitter la France pour devenir kabyle. Bienvenue. Voilà. On te souhaite la bienvenue, Patrick. Merci beaucoup. Avec votre épouse qui est là ce soir, Malika. Alors, tu vas nous parler un peu de Houssine Oukardis. En quelques mots, tu vas nous présenter le Houssine, même si on a fait un petit bout de chemin à Paris. Hein. Je ne dis pas plus parce que mieux sonne bien, mais je te laisse quand même parce que ça tenait vraiment à cœur de le présenter, de parler un peu de cette économie. Donc je te laisse le soin de le faire. Merci, Mohamed. Maintenant, Houssine Oukardis, le Canadien, c'est un professeur en génie biomédical في الكندا de Montréal. Et له الفيزا دارت ثلاثة العرش إمزالن إديزكان قفليسن يكسعنا 14 العرش يخدم يغرى بليسين دلف سيناكين يسدر ذاكيا لوروب عندي يتبع تسداويس ذاكيا ديال لوروب سيناكين يروح لكندا لكن يروح على كندا غادي يخدم لا كارير الناس بيو ميديكال. الحسين وفرديس يبدا اي مشاهدين هذا واحد يبدا شويه دي اسم ديال تمازيغ لا دغا تمازيغ قبايليت قسمي قلا نصيا لا دغا دي ميغرا دي درا الميزان تكتب يقسعد زكاي بس تكتب اسفراسي محمد يكتب مولد فرعون
سينا كاين عندي تكشم الحراره يا تمازيغ كل اللي خدم في القبيليتيس ذي اللي سي تكنيك ندلس لا Et oui, justement parce que lycée technique Ndelles d'Azamoul, c'est un symbole du militantisme timarniste et itmazert. أرديني إذا تتصور صوت دموح ندعرفت في السيافور بس دو قلمون. Ce lycée-là, je pense que il était le premier précurseur de فاينانا منو غاف تمازيغت. وينو سينارا le lycée Ndelles et il a rien connu. Voilà. C'est de là-bas que le combat identitaire Itmazert et des Rossi lycée Ndelles. Tous les militants presque c'est une femme. Il peut nous le dire, hein, puisqu'il a passé le lycée Ndelles. في الليسياكين دلس جوستومون عند محمد يتفياك الكلوب دو ميوزيك الليسياكينيا عندك خدم طاس في المدياس الشيخ الحسناوي وكذا زاروقي علاوه لا تغنتوك ذو مداكليس ومي قارن الملك نسيدي عيش سيناكين إنيش يفاد شرا يسفرا نسيل بشيرا ملاح البشيرة ملاح مدياز مقران لافالي لا سومان سينا كاين يبدا يكتب انه ميقارن دي سيزان اي دي نوفان 6 سنه 9 الستيلاكي البشير ملاح وكذا الستيل بيان سور سي محمد يكتب بين يعني انه كل يوم في اتفاق فيلي فين يعني انه كل يوم اي نظرا كذا سومتا اشو نتا يختار سنيد دا محمد يختار سنيد قار وسنيد تبوبلييرا اللي ديكلام عندها يخدم لي كونفيرونس يخدم سرايان يخدم كل ميت سولف كتسويف لي زاسوسياسيون كي كولتورال هذه حضاره دينيا تنفيذ فيك يخدم ذا يخدم وكذا وطاس إما طاف التقفيليت لا دغا ما طاف التيويزي مالوريزمون ولا شي يولي لاندي الباريها كشتيني سنتر محمد بيان سور توفيقين ما طاف على ما طاف يبان بي ار تي في بور افام il a dit beurre. Et surtout, il avait des idées qui sont tout au début de ces médias-là, quand ils ont été créés. Simplement, on ne les a pas écoutés, ces gens-là. Il y avait Hussein Oukardis, il a marché la Suède. C'était des gens vraiment d'un niveau, très très bon niveau. Voilà, c'était des gens sur lesquels on pouvait faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, certaines personnes ont peur de ces gens intelligents, donc ils n'ont pas pris au sérieux leurs idées. Voilà. Non, Arzani même, ils sont là. Le Hussein, Amor, toute cette génération-là, c'est des gens vraiment, ils n'ont rien à envier. Enfin, ils sont là, mais oui, Guinée Mahsoub, on t'sagarawad, Arzani Mensen ou Hassan, quoi, voilà. سور في كان دا محل لوزمون دي لا سانتور شكون نتولي بي ار تي في نتولي برافا مي قلنا سور لي زوند ناسيونال محسوبة فاضل entend-nous la toile Facebook il est beaucoup plus important que ces chaînes médiocres il a un ayam إلا ويا والله فيسبوك ريفيت انت والله إلا ويا دا محل يسكي عطس دي قمطاف موريال يقارناس أمازيغ موريال وي إي 12 سنة نتا يخدم لا كرونيك شاك كل الحد جيوت ليميسيون تقبيليت دي لي زوند كانال سومبرا افي سنوا انسويت يخدم في راديو بي فاقينا من 13 سنة سينا كاين الحسين وفرديس يعني يكتب تمديس يخدم هكاكيا دي لي سيت امازيغ نوطامون امازيغ بوانت 15 سنه تيكتب انك دبي سا كرياسيون لي زيتازوني امازيغ بوانت انك سون انغاجمون يكمل الى ديفونسي لا كولتور تمازيغ
سكوس سيد دلس أرسولا ضغ لي دلس يميكسن مس محمد هارون سيعفر بيا يمدو كان نظن ومن لغة في مسيح أنا عندما وحدين فوالا وقبل كان تردنوا على الحسين مسور فضيلة 2 minutes كان même pas 1 minute juste مي التسكيم دوكا لي كلاني كندا دي لا تشيكي دي امريكان دي فرنسا دي تمورت. On est en train de faire une collecte de dons pour participer aux frais funéraires de notre ami Mohamed Saïd Boussaba, assassiné lâchement il y a une vingtaine de jours en Kabylie. Donc je donne encore une troisième fois le numéro de compte. La banque c'est 14 706, guichet 00170. Le numéro de compte 73 93 74 43 240, la clé 89. Asdaoudra 14 706 c'est la banque, 00170 c'est le guichet, le numéro de compte 73 93 74 43 240, la clé 89. Oui, des Isdan Vara, France, Canada, américaine, il y a le RIB IBAN, c'est FR 76 14 70 601 70 73 93 74 43 24 089. Asdaoudan FR 76 14 70 601 70 73 93 74 43 24 089. Merci beaucoup. Et là où il est, il nous regarde, il va être fier de vous. الحسين نتي كلتنا نزول Azul Mohamed, je suis un petit peu étourdi, Ami, en représentation de Fadila. Je la remercie beaucoup. Je te remercie, Fadila, pour cette rétrospective. Tu m'as remonté un peu loin. Comme on dit, ça va chercher un peu profond même. À Deleuze, oui, effectivement, c'était. Je voudrais ajouter quelques mots parce que c'est une période, effectivement, qui est pas très connue. Je ne sais pas, pour une raison ou une autre. Il est un peu occulté. Peut-être les événements spectaculaires aussi de printemps à Nazir, à Tizi Ouzou, ont un petit peu laissé de côté. C'est ce qui s'est passé à Delis. Damouhand, il l'a rappelé, c'est vraiment. Je pense que Delis, c'est le point de départ de mais il est le 20 avril, octobre 88. Yukim Nouron, tous les combats identitaires, culturels, ils sont partis de lycée de Delis, hein. Ah, tout à fait, parce que c'est le lycée de Delis. En fait, il y avait 5 lycées techniques à l'époque en Algérie. C'est tous des lycées que la France a laissés, hein. Le lycée de Delis s'appelait l'école coloniale des techniciens d'Algérie. Donc on a hérité un petit peu de l'organisation de ces lycées-là qui étaient très organisés. Ils avaient des traditions, il y avait toujours, de chaque promotion, il y avait un président, il y avait toute une structure, et avec des activités culturelles très avancées. Donc on a profité un petit peu de ça. Et l'autre particularité qui explique aussi cette chose, c'est que comme il n'y avait pas beaucoup de lycées techniques, c'était le microcosme de toute l'Algérie. En fait, c'est là que j'ai découvert le peuple d'Algérie, de toutes les régions, y compris, par exemple, il y avait des étudiants qui venaient de Rardaya, qui venaient de Tougourt, Ouergla, d'Oran, de toutes les régions, en fait, parce que il y avait tous les gens qui s'intéressaient à la technologie, en fait, de Vgaïev. Donc, ça créait avec des traditions qu'il y avait aussi de vie culturelle. Donc, il y avait un brassage, il y avait des échanges très intenses, je dirais. Et ça nous a fait prendre conscience. C'est là-bas aussi que, personnellement, Sombat Sougoudrar, Iflis Noumlil, et je découvre pour la première fois les Algérois. Il y avait des Algérois avec nous. Et c'est là que les idées commençaient à se brasser. Comment se fait-il que notre langue, Tamazir, Taqbaïlit, elle n'était pas
étudié. À l'époque, c'était, je rappelle, c'était la dictature de Boumedienne, hein, n'oubliez pas. Donc, c'était tout juste toléré qu'on en parle en récréation. Donc, ça nous a fait prendre conscience effectivement. Et il y avait aussi je dirais, des amis qui étaient très très alertes, plus que moi, évidemment. Et ils étaient en contact effectivement avec l'Académie berbère de Mohamed Inafid Lilan, hein, c'est Mohamed Arabe, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs quand je me suis exilé. Enfin, il était encore à Paris, à la rue d'Uzès. Ouais. Et on recevait ces revues publiées par l'Académie Mazir. C'est grâce aussi à quelques émigrés. Il faut pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, il a Saïd El-Menfi en particulier. ما زالت يدار تذكر بس الخير ما يموت بلاصه عفو ربي سعد المنفي qui avait une espèce de restaurant en fait de gargote juste entre Delis et Tixirt, la plage des Salines à l'époque. Et c'était notre vraiment contact privilégié avec l'Académie berbère. Et il y avait des jeunes de Borny aussi qui étaient en contact avec ça. Donc ça nous a fait, en fait, ça nous a éveillés plutôt à l'écrit, à Tifinard et tout ça. Et on faisait des réunions, je me rappelle, pendant tout le temps que j'étais au lycée, on faisait des réunions à la forêt de Bouabid, de l'Es. Tellement qu'on était terrorisés par la sécurité militaire. Hein. À l'époque, il n'était pas question de parler de la langue amazigh en Algérie. Et on faisait ça un peu comme à la bonne époque là, des maquisards. On faisait ça dans la forêt de Delis. Et il y avait, tout à l'heure, il a mentionné Fadila, effectivement, Haroun, c'est là-bas que j'ai eu la chance de le connaître. Il faisait un brevet de maîtrise. Il a même inventé une machine à calculer. Hein. Oui, c'est ça. En fait, médecin, il travaillait aussi en même temps, donc il avait un peu de revenus qui lui permettaient d'acheter certains équipements. Il nous a beaucoup aidé à financer, si on peut dire ça comme ça, hein, avec les moyens qu'il avait, pour surtout obtenir ces documents et puis on les diffusait à travers toute la Kabylie. Mais comme je vous disais, ça allait au-delà de la Kabylie. Hein, même il y avait des gens des Aurès, il y avait de bougies, de l'extrême même de bougies. Il y avait des gens, donc ça circulait sous le manteau un peu, mais ça a cristallisé, je dirais, en fait, cette prise de conscience. Je vais abréger parce que sinon on peut parler de ça des heures et des heures. De la contribution, si on peut dire ça, d'Elis, c'est que il y avait aussi, c'était l'époque où il y avait des coopérants techniques, enfin des professeurs. Moi, j'ai étudié avec les Russes. Enfin, à l'époque, il y en avait des Russes, des Bulgares, des Allemands. Oui, les Russes, ils étaient dans les lycées techniques et les Français dans les collèges, lycées. À 1072 à peu près. Ensuite, on a Djibouti, 3000 instituts, enfin des pseudo-instituts, mais en fait, c'était tous des cordonniers égyptiens. Donc, l'école torale fondamentale. Oui, je suis d'accord avec toi, Mohamed, c'est que les Russes, surtout, enfin, les pays de l'Est, ils ont c'est pas n'importe qui qu'ils ont envoyé à l'époque, je peux vous le dire, parce que et par ironie du sort, j'ai gardé contact avec au moins deux des anciens enseignants de l'Est, que j'ai revu en Sibérie il y a une dizaine d'années. Wow. Donc, c'était tous l'élite. C'était des gens, des membres de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, des membres de l'Académie des sciences de la République tchèque, de la RDA. Donc, c'est des gens qui nous ont beaucoup aidés aussi à prendre conscience, en fait, de notre identité, parce que c'est des gens qui faisaient la promotion, certes, du socialisme, mais en même temps, ils nous ont beaucoup, je dirais, encadrés. Par exemple, au niveau de la musique, moi, je travaille avec le club de musique de lycée. Donc, le chef d'orchestre, c'était un Russe, Sevtuchenko et Sparan, parce que dans son pays, là-bas en Russie, c'était un musicien professionnel. Enfin, il y a la musique. C'est la première fois que je découvrais ce que c'est que le solfège. J'avais aucune idée du solfège. Et puis, il y avait un événement que j'aimerais souligner qui a marqué peut-être aussi
l'histoire, c'est que il y avait à l'époque à la télévision des compétitions interlycées, hein, des compétitions culturelles. Et notre lycée de Lys devait affronter, je pense, le lycée Amérouche à Tizi Ouzou. Qu'on appelait Al-Hanoua Shabab. لا بين الثانويات خاطر بين الثانويات لا ميوزيك لا وي بين الثانويات بين الثانويات غادي نبغى امس voilà, je ne me rappelle pas du nom exactement de l'émission, mais en tout cas la musique est différente de Chenay. Si, il y avait ce lycée, oui. Malika Domran d'ailleurs, elle était à Dessil Khonsa, même Waqila Nama Falman Soumer, et elle a participé plusieurs fois à ce truc interlycée. Voilà, donc on était invités à cette confrontation. C'était à la salle Djurdurang à Tizi Ouzou. À l'époque, la capacité, je pense, c'était 5000 personnes. Et on s'est préparé à Lys sérieusement. On voulait gagner cette compétition. On était sérieux. Et on était encadré au niveau musical par Evtuchenko, donc le russe. Et puis on a répété, on a pratiqué, etc. Pendant des mois, on se préparait à ça. On avait tout un programme culturel, des chansons. Des chansons engagées à Monsieur il y avait quelques-unes d'engagées, mais surtout le répertoire qu'on avait préparé, c'était chez le Fredam, c'était des chansons de l'époque, en fait. Donc, on s'est préparé à ça. Et le jour J, à la salle Djurdurang, donc on s'est déplacé de Lys par autobus. On avait loué, le lycée avait loué, affrété 5 Narmassis autobus. Tout le lycée était invité. Et quand on était dans la salle, donc, on avait notre programme bien ficelé. Et on a commencé par une chanson de bienvenue. Comment on s'est déplacé? C'est nous qui sommes déplacés à Tizi Ouzou, donc ils nous ont donné le privilège de commencer. On avait entamé une chanson de bienvenue, je ne me rappelle pas, les paroles, c'était une chanson d'arabe populaire. On n'avait pas encore ce complexe-là d'arabe, surtout l'arabe populaire, parce que les Algérois étaient avec nous. Le président des étudiants de la promotion où j'étais, c'est un certain Lebkiri, c'est un Algérois. Et vous allez voir tout à l'heure aussi, après l'incident, c'est qu'il nous a arrêtés. Ça a été un peu notre sauveur aussi, parce que Lebkiri, c'est le fils du commandant Lebkiri, qui était le commandant de la gendarmerie de Grand Alger à l'époque. Et quand on a commencé le programme ensuite, la suite du programme, c'était des chansons en kabyle, évidemment, on était en kabylie. Et le chef de la télévision, l'unique né algérienne, la RTA, la zéro. Voilà, il a intervenu, il nous a stoppé. Il faut continuer à chanter en arabe, sinon j'arrête l'émission tout de suite. Alors qu'il était en direct. Il a dit, vous êtes en direct justement, et il faut chanter dans la langue nationale. Sinon on arrête le programme, et il nous a même menacé de poursuivre notre lycée parce que on leur a occasionné des frais pour venir filmer ça en direct, et puis il ne peut pas passer le programme parce que c'était la suite du programme était en kabyle. Et on s'est retourné de bord, on a appelé le président des élèves, là, des étudiants, le Bkiri, on lui a dit ce qui se passait. Les gens, la salle était pleine, 5000 personnes. Alors le Bkiri, il a ajouté, il s'est adressé à la foule, il a dit, vous savez ce qui se passe, pourquoi on a arrêté? Non. Il a dit, ce monsieur là de la RTA, il dit que vous n'avez pas le droit de chanter en kabyle. Il a chauffé la foule là. Il a chauffé la foule, alors toutes les caméras, les journalistes se sont sauvés. Là, en fait, c'était une émeute. Toute la salle de Djurdurang était vraiment en colère. Et ils ont cassé toutes les caméras, évidemment, tout ça. Ils ont appelé toute la police, toute la gendarmerie de Tizi Ouzou était appelée là-bas, à la salle Djurdurang. On a résisté un peu contre eux. Et après, il y a notre proviseur du lycée à l'époque, il a intervenu, il a dit, écoutez, il n'a pas le droit de faire ça, et il a dit publiquement que notre lycée allait engager des poursuites contre la télévision algérienne, et qu'on était chez nous, en Kabylie, qu'on avait le droit de chanter notre langue, on avait le droit de faire ce qu'on veut avec.
et qui n'avaient pas le droit de faire ça. Et ils nous suppliaient de rejoindre les autobus, de rentrer au lycée, et puis mais ça ne va pas s'arrêter là, l'affaire. On est retourné, on n'était pas aussi naïfs. Donc on est retourné au lycée, on avait déclenché une grève générale au lycée technique d'État d'Hélice, qui a duré presque 15 jours. Du temps de Boumedienne, à ma connaissance, il n'y avait pas eu de grève tolérée par le régime de Boumedienne jusqu'à celle-là. Donc il a envoyé ses chiens, évidemment, de la sécurité militaire, à l'époque pour nous traquer. On était tous fichés, surtout les meneurs, ils ont identifié tout le monde. Hein. Il y avait des gens qui allaient payer très cher plus tard, parce que ceux qui ne se sont pas échappés, en fait, c'était la dernière année que j'étais au lycée, là, en terminale. Et les gens les camarades, les amis qui étaient restés en Algérie, certains ont tous été envoyés à la guerre du Sahara occidental. Là, j'ai perdu des amis à la bataille d'Amgala en 75. Donc, beaucoup parmi eux n'ont pas pu continuer à l'université en Algérie. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. On n'a pas pu s'inscrire dans les universités d'Alger. Et c'est l'armée qui nous attendait. Alors, ceux qui ne peuvent pas se sauver, ils se sont retrouvés engagés dans l'armée dans ces années-là, et puis envoyés au combat. Et je pense surtout à la mémoire d'un de mes meilleurs amis, Haja Ali, qui était c'est un arabophone du village à Omar, du côté de Bouira, et qui a été tué à Amgadla. Ils n'ont même pas rapatrié son corps. À l'époque, ils ne ramenaient pas les corps des gens. Ils étaient... Voilà, un petit peu... Juste, une réaction au sujet de lycée Al-Delis. Il y a un ami de Paris, Slimane Sipari, je connais l'ancien surveillant général du lycée Al-Delis. Il s'appelle Shkran Mouloud. Il recevait les tracts de l'Académie berbère et les distribuait qu'au lycée avec des gens qui avaient confiance, parmi eux Saïd Bikouch, Youn Al-Gaz Iwadayel. Et Saïd Bikouch, c'était le beau-frère du surveillant général Mas Shkronagui. Et voilà, Mas Bikouchagui qui distribuait les tracts et l'Académie berbère. Donc, au Guinée, vous avez eu affaire à Mas Saïd Bikouch. Et pas loin de Délice, il y avait un autre qui était un des trésoriers de l'Académie berbère, Moussaïd Hamish également. Oui, de Tigzirt. D'ailleurs, il était boulevard Voltaire. Un des Snifka, on a Hanouz, les locaux pour activer à Paris. Exactement, oui, Hanouz, le pharmacien. Le boulevard Voltaire, voilà, à Paris. Enfin, il avait écrit même une grammaire, Hanouz, une grammaire. Oui, il y avait une petite guéguerre d'alphabet entre Farid Dali, Hanouz, Damohandara. Ils se sont pas mis d'accord à l'époque, mais bon, mais j'ai eu la chance de recevoir tous les gens de l'Académie berbère à Berbère TV. Et j'ai également la chance de rencontrer notre ami à Ramadan et Rafi Maziran qui est à Bizanban et Moutater Ahmarbe. Et j'ai touché de mes mains cette fameuse machine inventée par Damohand Arabi Saoud qui lui a valu d'ailleurs l'exil en Angleterre. Cette fameuse machine à écrire avec des caractères berbères, Ismaïs Kahina. Donc mais là, nos amis veulent un jour aller la visiter. C'est dans un petit bistrot rue Bisonval. Elle était exposée chez notre ami maintenant, c'est son fils qui tient le restaurant. Voilà. La machine, il y est encore. Moi, j'ai eu la chance de la filmer, de la toucher avec mes mains. Et elle a été expulsée en Angleterre. Tout simplement parce que voilà, et puis voilà. Alors, le thème de ce soir, c'est. Juste une parenthèse de Mohamed, c'est important pour l'histoire parce qu'on ne parle pas souvent de ça.
l'exil de Mohamed Arab, puisque tu l'as mentionné, c'est effectivement le régime de Boumedienne. Oui, c'est le régime. Alors, je vais te, plus précisément, ce jour-là, Mohamed Arab, il a donné rendez-vous à Younou Khabith, d'Aqveili. Voilà. Il y a un rendez-vous au Qveilini, Saoudi, ok, je te promets, demain, je viens avec d'abord une somme d'argent. Donc, dans Mohamed Arab, les industriels, les gens qui avaient les moyens à l'époque, ils leur donnaient des rendez-vous. Donc, ce jour-là, dans Mohamed Arab, il avait un flingue toujours avec lui. Hein. Donc, il était menacé, mais bon, il ne l'a jamais utilisé. Ce jour-là, Youssed, il savait que dans Mohamed Arab, il avait un flingue. Donc, au Qvila Dias, le rendez-vous de Sifka de Mohamed Arab, il a déjà prévenu donc, la BAC, non, comment dire, la police à l'époque, et nous voilà, je vais aller à telle place, je suis menacé, vous allez voir, il est même armé. Donc, au même moment, il dit ça, la police est déjà blonde, ils l'ont fouillé, donc ce flingue. Mais en fait, c'était Boumedienne qui a instrumentalisé tout ça. Et donc, voilà. Pourquoi. Je vais revenir, si tu veux, après l'affaire aussi des poseurs de bombes à Alger avec Haroun. C'était aussi un complot de des mêmes services algériens, de sécurité militaire. C'est clair que, bon, ça c'est juste une parenthèse. Après, je vais terminer sur l'affaire de Délice. C'est que le régime algérien, comme vous le savez, il y a des révélations. Par exemple, l'ancien ministre Pierre Mesmer, le ministre de Gaulle, avait écrit un article il y a quelques années déjà dans le Nouvel Observateur à propos des bases militaires françaises en Algérie, la base atomique de Reagan, et puis les bases surtout de Bédou Namous, les bases d'armement chimique dans la région de Kolomchar, qu'on appelle la base de Bédou Namous. Ces bases-là ont continué à fonctionner après l'indépendance, donc du temps de Boumedienne, jusqu'aux années 70. Et à chaque fois, il y avait un bail que signait la France avec l'Algérie pour continuer à utiliser ces installations d'armement chimique surtout. Nucléaire, c'était jusqu'aux années 65. Mais à chaque 5 ans, il fallait renégocier le bail. Et à chaque négociation du bail, l'État français faisait des concessions au régime algérien pour renouveler le bail. C'est comme ça qu'ils ont supprimé la première radio kabyle de Paris, la radio de Hamid de Paris. La radio Tiwizi. En 65 par là, en 66. Oui. Enfin, donc ils l'ont fermé, il y avait 15 minutes, Meskin, il émissionnait, mais comment dire, ils nous ont supprimé même les 15 minutes que tous les Kabyles à l'époque écoutaient magistralement, attendaient avec impatience pour les écouter. Et puis aussi l'assassinat après de Karim Belkacem dans les années 70 était négocié sous la table, l'affaire de l'exil de Mohamed Arab, etc. On peut retracer tout ça. Juste pour rappel, Al-Hussein Hamid, il a participé avec Dasliman dans la chanson à Madame encore un verre. Hein? Et voilà. Et puis récemment, je ne sais pas, grâce à l'électronique, il y a sur Google, il y a YouTube, une interview de Cheikh Al-Hasnaoui en 65 avec Hamid Agui, qui circule, les auditeurs peuvent la trouver sur Google. C'est la seule interview, à ma connaissance, de Cheikh Al-Hasnaoui à cette époque-là. Enfin, il était très lucide. Oui. Même, il y avait même Igor Bouchen, parce que vendredi passé, j'ai reçu son fils sur cette antenne, Gérard, qui était le fils du grand Igor Bouchen. On en a parlé justement de la rencontre de Cheikh Al-Hasnaoui, Hamid, on a parlé également de Igor Bouchen, qui était l'ami de Cheikh Al-Hasnaoui, de Farid Ali, de tous ces grands monstres de la chanson kabyle. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir à Délice, c'est ça, en fait. À partir de cet événement, on a fait une grève de 15 jours. On est parti, il y a des étudiants qui sont partis, pendant 15 jours, c'était la fête de la cour du haut, qu'on appelle la cour du bas. Qu'est-ce que vous avez obtenu On n'a rien obtenu. On a obtenu que le ministre de l'Éducation, à l'époque, je ne me rappelle pas son nom, il s'est déplacé à Delus. Il est venu, il nous a fait un discours démagogique, avec le recul aujourd'hui, oui. C'était démagogique, mais il nous a dit exactement la même chose que le proviseur,
que la langue kabyle, on a le droit de l'écrire, de l'étudier, de faire ce qu'on veut avec, et qu'il fallait qu'on reprenne les cours, et que l'examen du bac arrivait bientôt, et que la télévision, non, les responsables qui ont fait ça, ils allaient rendre des comptes. Moi, j'aimerais bien dire à Hussein un petit mot à Patrick qui est là, qui est venu de Paris spécialement pour participer à cette émission. Il t'a écouté attentivement, hein, c'est ça, Patrick? Finalement, les États, les politiques, c'est des amis. Hein. Ouais. Enfin, déjà, si vous permettez, je vous salue bonsoir. Pour vous. Et c'est vrai que ces rappels historiques, puis surtout, bon, moi, je découvre aussi certains volets de votre histoire, hein, et c'est vrai que j'écoute avec beaucoup d'attention parce que il faut, avant d'émettre des avis ou des observations, c'est de bien connaître l'histoire fidèlement rapportée, hein, parce que parfois on lit des ouvrages où on reçoit des informations qui sont fausses ou erronées. Donc je vous remercie pour je vous ai écouté attentivement parce que c'est vraiment très intéressant. Merci. Voilà, et puis surtout, je pense que vous avez fait preuve de courage et puis de vous opposer à certaines choses, vraiment c'est très courageux de votre part et je sais je suis l'histoire kabyle et berbère de près parce que c'est vrai que mon épouse étant kabyle, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses, c'est difficile à évoquer des fois sur une antenne, hein, parce que on peut effectivement être contesté, voilà. Mais puis surtout, ça serait un peu trop prétentieux de ma part d'émettre des observations un petit peu sur ce qui s'est passé. Oui, mais je sais ce que vous avez voilà, ce que le peuple kabyle a supporté et surtout a toujours défendu ses valeurs, ses traditions. Et je pense qu'il faut perdurer, Absolument, je suis d'accord avec vous. En fait, quand je regarde la nouvelle génération, ils lâchent plus facilement, je pense. Ils abandonnent un petit peu trop vite la lutte, le combat qui devrait être normalement mais vous voyez, par rapport à la mémoire de nos ancêtres. Hein. Ça fait tout à fait. Mais ça c'est un peu. Qui résistent. Ouais. Mais je crois que là il n'y a pas que par rapport à l'histoire du peuple amazigh. Je pense c'est un peu général. Vous savez, les valeurs se perdent. Moi, je pense un peu partout dans le monde, malheureusement. Enfin, je parle de la France également. Moi, j'ai un statut de militaire actuellement. Hein, je sers l'État français depuis 30 ans. J'ai étudié l'histoire, effectivement, de ce qui s'est passé durant les événements d'Algérie, de près. Je sais pourquoi il y a eu ce problème, hein, ce conflit. Et puis surtout, ce que je tiens à dire sur cette antenne, c'est il faut défendre les valeurs qui sont les vôtres, parce que moi je les respecte énormément, parce que vous êtes des gens respectables, vous êtes un peuple respectable, vous avez toujours défendu vos valeurs depuis des siècles, et il faut vraiment continuer à vous battre. Mais vous savez, les jeunes, il ne faut pas leur en vouloir, parce que je pense que c'est un phénomène de société qui n'est pas propre aux jeunes kabyles, hein. C'est général, parce que moi j'ai vu, je peux vous le dire, j'ai rencontré des jeunes kabyles en Kabylie, je les ai trouvés totalement désarmés, désabusés, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à des choses, à des professions, hein, tout simplement, ou à des formations, ou passer des concours comme ils le voudraient, tout à fait. Accéder à des professions voilà, soit d'institutions publiques, soit voilà, même du point de vue sportif, on voit qu'il y a comme un verrouillage, comme une barrière, et ça je l'ai ressenti, même parce que moi j'ai remarqué que les Kabyles en général sont des gens qui font preuve de beaucoup de pudeur, et des gens qui sont entre guillemets, pour certains, qui souffrent dans le silence, on va dire. Et voilà. Oui, en fait, c'est pas bien vu dans notre culture ancestrale de se plaindre. Hein. Les gens supportent. Les gens se plaignent pas. C'est vrai que les gens ne se plaignent pas.
Mais j'ai ressenti cette jeunesse qui a envie de faire, qui a envie d'évoluer, de progresser. Je vais même vous dire une chose. Je me suis déplacé à l'université, à la faculté de droit de Tizi Ouzou, parce que en parallèle de mon activité professionnelle, je suis juriste. Et je suis notamment actuellement à l'école doctorale de la Sorbonne à Paris. Et donc je suis allé juste voir de l'extérieur, et d'ailleurs j'en avais accompagné une jeune fille qu'on a déposée à l'université de droit de Tizi Ouzou, et j'ai été choqué par l'état des installations. Je me suis dit comment les étudiants peuvent travailler en toute quiétude dans cet environnement et ces conditions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, tu n'as pas encore vu les réfectoires, hein? Ah non, mais je suis pas. C'est-à-dire sur le campus, je suis resté à l'entrée du campus. Bon, j'ai vu les bâtiments, les hébergements étudiants. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et pour rien vous cacher, dans un avenir, j'espère proche, bon, ça, je verrai avec des professeurs agrégés de la Sorbonne. Pour un pays producteur de gaz, de pétrole. Oui. 17e producteur de pétrole. Alors, moi, j'ai sillonné toutes ces cités universitaires l'année passée, à chaque fois. Il n'y a pas une cuillère. Pas une cuillère, une fourchette, un couteau sur la table. Pas une cuillère. C'est hallucinant. Ils mangent avec les mains. Ouais, et quand j'ai posé la question au directeur de réfectoire, quand je lui ai posé la question, j'ai dit, mais attendez, on est en Algérie, là, on n'est pas à Fallujah, on n'est pas à Djibouti. Il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de truc. Il me dit, mais les élèves, ils les volent. Mais c'est du grand n'importe quoi. Tu peux en racheter, mon vieux. Mais oui, non, mais je pense que le problème est ailleurs, peut-être même institutionnel, politique. Mais, tout à fait. Voilà, maintenant... Écoutez, je peux juste, en fait, ajouter... un mot là-dessus, c'est que j'y étais moi-même invité, vous savez, en l'espace ça fait longtemps, plus de 30 ans que d'exil, mais je suis allé en 2009 à l'université de Bougie, Gaïev, et à l'université de Djidjel. De Djidjel, j'étais invité. J'étais invité par l'ambassadeur du Canada en Algérie, en fait. C'est une initiative conjointe avec l'ambassade d'Algérie en Canada et puis l'ambassade du Canada en Algérie. Avec sécurité assurée, hein, merci, à Bougie. Et j'ai donné 2 conférences à Bougie et une conférence à Djidjel. J'ai vu, il y avait peut-être 500 étudiants, c'est le plus grand amphithéâtre d'Abou Daou, de Gaïev, peut-être 400 ou 500 étudiants. Et j'ai circulé aussi, j'ai visité les laboratoires de biologie, etc. Les étudiants n'ont rien, comme vous dites là, ils ont des tables, ils ont des paillasses et des seringues. C'est tout. Il n'y a aucun matériel, aucun équipement pour faire leurs expérimentations, etc. Et j'ai fait la visite avant la deuxième conférence, et puis quand j'ai intervenu, j'ai dit, mais ça n'a pas de sens, c'est comment ils forment soi-disant des maîtrises et des doctorats là-bas, un système LMD ou je ne sais pas quoi. Oui, j'ai dit, c'est impossible de travailler dans ces conditions. J'ai parlé avec le recteur de l'université de Gaïev, le recteur de l'université de Djidjel. Je leur ai dit que pour retenir toute cette masse-là de jeunes, 40 000 étudiants à Gaïev, 20 000 à Djidjel, ils sont tous, en fait, ils n'ont aucun avenir. Quand j'ai fini ma conférence dans les 2 endroits, j'ai autour de moi plus de 50 étudiants. Je pensais qu'ils allaient me poser des questions sur le contenu de ma conférence. Mais non, c'était... Est-ce qu'il y a moyen d'aller étudier au Canada? Le visa. Voilà la question que... Alors, Hossein, juste, on fait le tour de la table, ensuite je reviens à Fadela. Donc, Naguib, alors vous dites à cette juge, vous dites à cette juge qui vous a reproché le fait d'apprendre le kabyle, ça peut nuire à vos enfants, que le combat pour cette langue... il nous a donné un exemple, même des Russes essayaient de défendre cette langue. Voilà. Voilà, tu voulais dire quelque chose. Je voulais revenir à notre ami. Là, en fait, je voulais intervenir sur les universités comme à Al-Gaït ou comme dans d'autres universités à Tizi Ouzou, auxquelles les étudiants se retrouvent confrontés à un manque de matériel pour pouvoir pousser leurs études à plus loin, mais à côté de ça, le gouvernement
font venir en fait on va dire des fortes têtes comme des architectes, des ingénieurs pour pour des projets, je ne sais pas, soit autoroutiers, soit en génie civil, soit je ne sais pas, sur d'autres domaines peut-être pétrochimiques. Et à côté de ça, localement, on confisque, enfin, on met l'étudiant algérien oui, c'est ce que oui, bien sûr. Avenir, quoi. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il dit Hussein et Patrick, et là, c'est bien parlé. On fait venir des matières grises de l'extérieur, mais parce on que n'a pas les moyens de le produire. Non, ils peuvent pas produire une élite là-bas. C'est fait exprès parce que l'aristocratie algérienne a fait du peuple algérien un peuple mouton. Un peuple mouton, c'est des brebis. C'est-à-dire l'aristocratie algérienne, aujourd'hui, elle a opté pour un arabe du Moyen-Orient, un arabe dialectal, que même les Algériens arabophones ne comprennent pas. C'est un arabe très difficile. Et donc, l'école est devenue fondamentale. On vous apprend Tarbiya Islamia à l'école, comment on lavait les morts, comment on les égorgeait. Donc, il arrive à la fac, il ne sait même pas. Je t'ai dit, des journalistes, des étudiants, ils sont incapables d'écrire une phrase correctement. C'est dramatique. Donc le pouvoir d'aujourd'hui, il va maintenir ça pour contrôler la situation, pour blanchir les milliards, etc. Parce que s'il produit l'élite, s'il produit des étudiants brillants, demain, ils vont tous aller en prison. Hein. Il y a 40 millions d'Algériens sur 60, ou je ne sais pas combien il y a de millions, je ne sais même pas, et ils vont aller tous en prison. Donc l'aristocratie algérienne a fait de nous des moutons. Voilà. Les élites algériennes, elles sont là, elles existent. Après, certes, ils n'ont pas de motivation à rester en Algérie, mais préfèrent plutôt s'expatrier à l'étranger, quoi. C'est plutôt ça, en fait. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, les matières grises, en fait, les potentielles matières grises se développent à l'étranger, et s'y plaisent à l'étranger, et en parallèle, l'Algérie importe des matières grises de tout part, quoi. C'est ça que je trouve qui est paradoxal, quoi. Mais ils ont un meilleur contrôle. Ils ont un meilleur contrôle. Le fait de faire venir des cerveaux, je peux m'exprimer ainsi, de l'extérieur, on a une meilleure maîtrise. Que si on forme l'élite en interne, automatiquement, on va avoir plus de mal à maîtriser. Je préfère venir tous les matins te donner du poisson à manger, mais je ne vais pas t'apprendre à le pêcher. Exactement. Voilà, c'est la politique. Et ça sclérose, c'est-à-dire que moi j'ai constaté une sclérose effectivement de cette volonté, parce que les jeunes ont cette volonté d'étudier et d'évoluer. J'ai vu à Tizi Ouzou la faculté de médecine. Bon, j'ai vu qu'elle a été un peu plus moderne, on va dire, d'extérieur, d'apparence que la fac de droit. Mais par contre, ce que je tiens à souligner, c'est qu'effectivement, j'ai remarqué, il y a de véritables cerveaux, c'est-à-dire, et chez les Kabyles, parce que c'est ce que je connais le mieux, en Algérie, des gens qui ont vraiment un savoir, même par vos propos, etc., et les gens qui se sont expliqués sur l'antenne. On voit qu'on a affaire à des gens qui intellectuellement ont très bonne connaissance, etc. Donc, en Algérie, j'ai croisé des jeunes aussi qui savent beaucoup de choses, qui ont surtout soif d'apprendre. Et ce qui est dommage, c'est qu'on bloque tout ça, on verrouille tout ça. Et vous voyez, si je peux vous le confier, c'est que, notamment à la Sorbonne, là où je suis actuellement, un cursus universitaire, je poserai la question parce que je pense qu'il y a des échanges possibles. Et moi, c'est ma volonté personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai un projet d'avenir où j'espère, peut-être ça se fera, peut-être ça ne se fera pas, de pouvoir, même pourquoi pas enseigner des matières du droit en Algérie, c'est en Kabylie notamment. Parce que... Pourquoi pas voilà, après... Oui, le Hussein... Juste pour Patrick, là, juste ajouter dans ce qu'il dit, là, un peu d'information, parce que moi, je suis passé par là. En fait, après ma visite à Bougie, il y a 10 jeunes, après avoir vu tout le scénario, je me suis permis même pendant la conférence, il y avait un débat par la suite,
où les étudiants me disaient qu'ils n'avaient pas les moyens. J'ai dit l'argent, il n'est pas à Bougie, il n'est pas à Djidjel. L'argent est à Alger. 300 milliards de dollars qui dorment dans les caisses de l'État. Il faut aller le chercher là-bas. Et je me suis fait interrompre par le recteur de l'université. Il m'a dit, tu vas me créer du trouble, tu parles de politique. Mais après, une fois de retour ici, je me suis permis, en fait, avec l'encouragement, encore une fois, de l'ambassadeur du Canada en Algérie, qui voulait faire quelque chose, de leur écrire un projet. J'ai dit pour retenir de la rétention de ces étudiants qui n'ont rien à faire à part d'espérer d'aller à l'étranger, de créer un centre de recherche à Afgaïd, à Bougie. Même je voulais parce que je sais qu'il y a un blocus, on pourrait y revenir si vous voulez, il y a un blocus économique sur la Kabylie depuis presque l'indépendance. Donc ils veulent rien qui bouge là-bas. Et j'ai proposé stratégiquement un centre de recherche qui va arrimer l'université de Bougie de Sétif. Je l'ai fait exprès. Donc ils ne pouvaient pas bloquer ça, apparemment, dans un premier temps. Donc j'ai fait même un estimé d'un budget de démarrage pour ce centre de recherche. Je l'ai demandé, ça a pris une année pour débloquer ça avec les interventions que je vous ai mentionnées. Donc ils ont eu, en fin de compte, à Bougie 3,5 millions d'euros pour démarrer ce projet-là. Et une fois que le chèque est parvenu au recteur, il s'est affolé, il ne savait pas quoi faire, il est venu d'ailleurs à Montréal. Il a pris l'avion, il est venu, il a fait une photocopie du chèque pour me le montrer. Il dit maintenant il faut nous aider. J'ai dit mais vous aider comment? De toute façon, le Canada est ouvert pour des coopérations. Je suis venu dans le cadre d'une coopération. Si vous voulez aller de l'avant, oui, c'est sûr qu'on pourrait faire quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'il n'a même pas lu le projet. Il ne savait même pas de quoi on parle. Moi, je parlais d'un centre de recherche, et lui parle des structures, de construire un bâtiment, alors il m'avait fait lui-même visiter des bâtiments flambant neufs de la faculté de médecine de Bougie. Donc, il n'a jamais été question que je les aidais. J'ai dit que j'étais pas architecte, c'était pas pour la construction. C'est pour donner de la substance, c'est pour diriger des étudiants au doctorat, faire des co-directions internationales, donner de l'avenir aux jeunes là-bas et de les arrimer aussi avec l'industrie locale pour contribuer à l'économie localement, régionalement et nationalement. Eh bien, le projet, croyez-le ou non, il est mort-né pratiquement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ces 3,5 millions d'euros. Certaines mauvaises langues peut-être, ils m'ont dit qu'il a dû agrandir sa maison là-bas à Gaïès, ou je ne sais pas. Maintenant, c'est plus lui d'ailleurs, il a été changé. Mais pour vous dire qu'il y a des blocages au plus haut niveau. Des blocages et de l'incompétence surtout. C'est vraiment des nuls. Ils connaissent rien. Ils savent rien faire. Ils n'ont pas d'idées. Ils savent pas dépenser l'argent. Ils savent pas l'utiliser à bon escient. C'est une question aussi de compétence parce que les responsables n'ont aucune compétence. Je me suis rendu compte. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec ces gens-là. Et c'est pour ça que pour ma part, je reste assez sceptique et pessimiste même. Alors, Fadela, on ne t'a pas trop entendu. C'est vrai qu'on a toujours... C'est pas normal, non, Patrick. j'ai laissé parler parce qu'il y a... les hommes, il faut... Défends-toi, hein. Il avait beaucoup de choses à dire, puisque surtout vous parlez de l'époque des années 70. Moi, j'ai pas connu ça. Par contre, moi, j'ai connu 90. On avait justement, moi je suis issue de l'université de Mouloud Mamria. Malheureusement, il n'y a jamais eu à Tizi Ouzou. Moi j'ai fait université de Ouadaïssi, on l'appelait Arhalel Ouadaïssi, tout ce que vous voulez. Eh ben il y a à Tizi Ouzou, il n'y en avait jamais question d'université technique à Ouadaïssi. C'était une maison de repos. Donc moi j'ai étudié dans une maison de repos. Wow. Et la maison de repos, il y avait même pas. Oh là, sérieusement, non mais c'était pas loin d'hôpital psychiatrique. Hein. Exactement, c'était juste à côté. C'était une maison de repos. Ils l'ont rebaptisée en 77, soi-disant une pseudo-université technique. Et donc il n'y avait rien de technique. Malgré tout ça, malgré les conditions difficiles,
il y avait beaucoup de fréquentation là-bas des gens politiques tels que Farhat, tels que Matoub, des chanteurs engagés qui venaient souvent à l'université. Donc c'est pour ça que nous, on a été politisés. Non seulement les conditions, elles étaient difficiles, donc on étudiait dans des conditions difficiles. On avait certes, comment dirais-je, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais je pense pour les moyens qu'on avait, on a pu quand même s'en sortir. Je peux donner des exemples, par exemple, tel qu'une personne comme Karim Akouch, qui est issu de l'université de Oued ici, on est vraiment fiers de lui. Et il y a pas mal d'exemples à citer aussi. Donc, tu veux parler du romancier de Canada, là? Exactement. Mais Smahaye Fadela, tu sais, moi j'ai une grande gueule, mais il a plagié pas mal de personnes. Hein. Je tiens à te le dire. Hein. Il a plagié pas mal de personnes, notre ami Akouch. Voilà. Bon, il a eu des problèmes là-bas. Il y a pas mal de personnes. Voilà, je le dis. Il a peut-être pour ce qu'il a fait à l'université, mais il a plagié pas mal de personnes au niveau par rapport à ses romans. Hein. Voilà. Oui, mais c'est vrai que ce qu'elle dit, Fadela, il y a quand même une élite qui est sortie aussi. Exactement. Moi, je me rappelle pas son nom, mais il y a un jeune très brillant qui est sorti de Tizi Ouzou, qui est à Boston, je crois, à MIT, récemment. Il a fait partie des 20 meilleurs chercheurs, je pense, ou inventions. Dans le top 10. Dans le top 10, même. C'est Mustafa Waqila. Oui, vous voyez enfin de qui je parle. Oui, dans le domaine de l'astronomie. Oui, dans le top des Al-Hussein, des meilleurs... Absolument, absolument. Et il est sorti de cette misère-là de l'université de Tizi Ouzou. Justement, ça nous motivait, Al-Hussein, ça nous motivait pour s'en sortir, pour faire plus. Et en plus de ça, donc on faisait nos études, on faisait des grèves de Oued Aïssi jusqu'à Hasnaoua. Et le combat s'est pas arrêté. Ça a commencé d'ailleurs en 80 et Oued Aïssi. Et ça a continué jusqu'à ce que le combat soit dans la rue 2001, 2003, etc. Et donc, juste pour vous dire qu'il n'y avait pas vraiment de projet d'université à Tizi Ouzou, parce que s'ils donnent plus de conscience au peuple kabyle, ils savent qu'ils sont... Mais revenons un peu à l'économie, Fadela. Oui, je reviens à Naguib. Juste, Al-Hussein, c'est l'économie. Moi j'ai envie de soulever juste un petit point, peut-être je saute de coq à l'âne, mais l'économie algérienne, 87% de l'économie algérienne, elle provient des richesses naturelles. Tu es d'accord avec moi? Donc le gaz, le pétrole. Tout à fait. 97%. On produit rien dans ce pays, rien du tout. On importe tout, heureusement qu'il y a ces richesses naturelles. Et donc 97%. Il manque quand même 3%. Donc c'est 3%. Oui, alors c'est 3% à Al-Hussein. Il y a un seul homme qui produit des richesses pour l'Algérie. 3%, c'est Issa Darbarab. Absolument. Et son fils a donné une conférence au HEC, au Institut commercial à Montréal. Voilà, c'est 3%, c'est Issa Darbarab. Voilà. Donc c'est Issa Darbarab qui les produit. Et aujourd'hui, on a réussi quand même à commencer à le déstabiliser. On lui a brûlé son usine à Sétif. Ce n'était pas anodin. On est en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Vous vous rendez compte, 3% seulement de l'économie algérienne, le seul qui les produit, c'est un Kabyle, c'est Issa Darbarab. Absolument. Et il est classé parmi les meilleurs entrepreneurs d'Afrique, Issa Darbarab. Son fils qui était là hier, invité au HEC de Montréal, et voilà. Il est aussi un économiste, enfin il est dans le management international. Il a donné une conférence hier et il était à l'invitation d'autres brillants Algériens de HEC Montréal, comme professeur Tayyib Hafsi, qui a une chaire de HEC. Il y a Omar Khtouf aussi qui est actif là-bas. Et on a appris aussi qu'il a un projet, en fait la famille Rabrab, ils ont un projet grandiose de construire un port à Cap Gennet. Ça serait le premier port d'Algérie pratiquement pour répondre juste à la demande de fret et de marchandises de l'Algérie. Et ce projet, il est ficelé depuis une dizaine d'années par Issa Darbarab. Et le gouvernement algérien a bloqué ça.
sans aucune argumentation, vraiment, il n'y a aucun argument, à ma connaissance, pour bloquer ce projet-là qui créerait 100 000 emplois dans la région. Tu parles de ce projet de Cap Djennet, etc. Oui, de Cap Djennet. Oui, non, 1 million d'emplois, 1 million, tu es bien gentil, 100 000, 1 million d'emplois. C'est-à-dire que, voilà, oui, je suis au courant de ce projet parce que j'ai beaucoup d'amis qui étaient au courant de ça. C'était dans les coulisses même de ce projet. C'était en 2007 écoute, c'est du Cap Djennet jusqu'à Asfoun. Il a été bloqué parce que c'est un projet qui touche à la Kabylie. Oui. C'est comme mon petit projet minuscule d'un centre de recherche à Gaïf, il a été bloqué parce que c'était en Kabylie. Si c'était, on me l'a dit, si c'était à Oran ou à Alger, j'aurais eu déjà un centre de recherche là-bas. La même chose pour Brab s'il faisait son port à Naban ou à Djidjel ou whatever. T'as vu, à Djidjel, ils sont en train de construire un port financé par le Qatar, les Qataris, les islamistes du Qatar. Alors qu'un projet comme ça, qui est économique, avec des retombées majeures sur la région d'Alger, ça peut toucher à la Kabylie à Alger, il est bloqué depuis 10 ans. Alors, c'est vrai. Une statistique de Mohamed. Excusez-moi. Juste en plus de ce projet Al-Hussein, donc Cap Djennet, Rohakin Al-Mada, Asfoun Bourguidon, Naïcha 1 million, il voulait même, il commençait à inspecter des lieux pour faire un aéroport à Tizi Ouzou, hein. C'est quand même une révolution, c'est-à-dire Ounizlan et Tizi Ouzou, il va pouvoir comment prendre l'avion, mais lui il a tout préparé, hein, un aéroport, mais bon, voilà, laisse tomber quoi. Vas-y Fadila. Ben écoute, c'est clair que ça les intéresse pas ça, parce que aujourd'hui, pour aller de Tizi Ouzou à Alger, il faut 4 heures pour les émigrés, alors que la distance pour venir à Paris, c'est 1h30 en avion. Et les faux barrages aussi. Matkir des forts nationales à 4h du matin pour prendre un avion, tu peux t'attendre à un faux barrage, il y a tout un truc. Voilà, et puis quand on parle d'autonomie ou d'indépendance, comme en Écosse... Qu'est-ce que vous en pensez à Mas Hussein? Alors, on va poser la question à Patrick, à Naguib, à Fadila, à Hussein. Qu'est-ce que vous en pensez de nos amis écossais et pourquoi pas en Kabylie, hein? Je vais commencer. Oui, allez Naguib. Qu'est-ce que tu en penses du projet d'autonomie ou l'autodétermination pour la Kabylie? Oui, pour moi, c'est très bien, hein, l'autodétermination de la Kabylie. Il n'y aura que par ce seul moyen auquel on pourra exprimer nos valeurs culturelles, économiques et sur d'autres points, quoi. Voilà. Hein. Après, je pense que ça ne se fera pas demain. Voilà. Mais je voudrais quand même revenir sur la question économique en Kabylie. Bon, certes, à la fois, on dit qu'il y a beaucoup de blocages, il y a une sorte de lassitude, on ne veut plus, investir dans ce pays, puisqu'on sait qu'il y aura beaucoup de blocages administratifs. Ça, je pense que c'est aussi, à la fois, c'est un mythe qu'on entretient. Parce que moi, je vois, moi qui suis dans l'agroalimentaire, je vois dans la plaine de Soumam, il y a une dynamique, elle est là. Au niveau agricole, il y a une dynamique du côté de Bouira, du côté... D'ailleurs, tu es en train d'exploiter l'huile d'olive, hein, c'est ça? Voilà, on est en train de mettre en place une certification, une Vous êtes en train de parler de Danone Djurdjura d'Algérie? Non, on parle de l'huile d'olive. Non, pas Danone. On parle de l'huile. Il est en train de Fadila, il est en train de parler de quelque chose de bien, parce qu'il va exploiter l'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive, juste une parenthèse, Patrick, là, si tu permets. C'est pas Patrick, c'est Naguib. Naguib, si tu permets, l'huile d'olive, aujourd'hui, son prix a triplé en Amérique du Nord, en l'espace d'une dizaine d'années. C'est une ressource majeure, en fait, pour la Kabylie. Ça aurait pu être une des ressources majeures. Les Italiens, les Grecs, ici, vendent leur huile très très chère, l'huile d'olive. Et le problème de se lancer là-dedans, c'est d'abord, on tourne un petit peu en rond, parce que les oliviers de Kabylie sont bombardés régulièrement par l'armée algérienne. Ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Ils sont en train de faire la politique de terre brûlée en Kabylie. Exactement. C'est ça qui... Je l'ai constaté. Oui, chaque été, c'est politique ça. Hein. Absolument. Ils veulent mettre à genoux la Kabylie et ils ont brûlé. Al-Hussein, juste il va finir sa phrase parce qu'il est en train d'exploiter justement ça. Il veut faire
Kimela Naguib, donc ton entreprise, tu es en train de préparer quelque chose. En fait, c'est pas une entreprise, je suis en coopération avec l'ITAF d'Alger, qui est une section du ministère de l'Agriculture, auquel on met ensemble pour une certification et une labellisation de l'huile d'olive de Kabylie. Voilà. Mais moi, ce que je veux revenir, c'est la plaine de Assoumam. Mais il ne faut pas nous oublier, il faut exporter à Montréal parce qu'on reçoit très très peu de l'huile de Kabylie. Mais justement, en écoute, je te branche un tuyau direct, c'est la radio à Montréal. En fait, on travaille en fait pour une certification pour répondre aux normes du Conseil oléicole international et aux normes européennes et américaines, mais sans démolir la typicité de l'huile d'olive de Kabylie. Vous n'allez pas lui rajouter d'autres arômes ou quoi que ce soit, touchez pas. On ne va pas la réduire à... Mais moi, je peux vous garantir le marché nord-américain parce que vraiment, il y a une demande incroyable ces dernières années et ça va aller en augmentant. Pour des raisons qu'on connaît scientifiques même. Pharmacologiques, pour des questions de santé, tout simplement. Voilà. On délaisse de plus en plus d'huile de graines pour consommer de plus en plus d'huile d'olive. Sachez que l'Algérien est très peu consommateur d'huile d'olive. Il n'y a que chez nous, en Kabylie, où on consomme d'huile d'olive. Voilà. L'Algérien, l'Est Algérie, par exemple, consomme que de l'huile de graines. Le consomme très peu. Ça, c'est un. Il y a un marché mondial énorme là-dessus à exploiter. Tu as raison d'envisager un business. En fait, moi, je ne le regarde pas question économique. Je le regarde dans le sens où ça reste le blason identitaire de la Kabylie et que notre pays doit refléter cette identité culturelle à travers le monde, comme fait l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Je me dis, quand je vais à des salons professionnels, je vois donc l'Italie, je vois la Grèce, je vois l'Espagne, Portugal, le Maroc, la Tunisie, bien sûr d'autres pays comme la Macédoine, maintenant il y a Chypre aussi. Quand je vois qu'ils arrivent à, ils exposent en fait l'huile d'olive de chaque pays, qui fait partie de la culture inhérente. Vous voyez, l'huile d'olive fait partie, c'est inhérent dans leur culture. Et je vois chez nous... Moi, j'ai acheté des figues il n'y a pas longtemps, ça coûte $1 l'unité. La figue fraîche, la figue de Barbarie coûte 85 ici à Montréal, ok? C'est clair que tout ce qui se produit là-bas, autour de la Méditerranée, il a une valeur commerciale énorme. Même les herbes sauvages là qui poussent, le romarin, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'exporter en Amérique du Nord. Tout à fait, Et voilà, je me dis, l'Algérie, elle n'expose pas dans des salons internationaux comme le Cial. Et je trouve ça dommage que nous n'arrivions pas à exposer, par exemple, l'huile d'olive comme font les Italiens. C'est ça qui est, je trouve ça regrettable. Mes amis, on va revenir à cette économie. Pour en revenir sur la plaine de Assoumam, je vais revenir sur le plan économique. Il y a une dynamique en Kabylie, mais il ne faut pas le dire. Il faut pas le dire. La Chambre de commerce de Bouira sait qu'il y a une dynamique, mais il ne faut pas le dire pour ne pas susciter le sentiment nationaliste. Alors, parce que vous allez être affronté à la bureaucratie, à tout ce que... Non, moi je travaille avec les bureaucraties, moi. Je travaille avec une section du ministère de l'Agriculture. Donc vous avez installé votre compagnie, vous avez commencé à travailler. Non, moi c'est pas du business. Moi je travaille en aval pour mettre en place l'huile d'olive de Kabylie qui répondra aux normes du Conseil oléicole international. À partir de là, dès qu'il y aura ce cahier de charges qui sera mis en place et validé par le ministère de l'Agriculture, et par la suite, donc, les moulins en question devront respecter ces conditions afin de pouvoir produire l'huile d'olive dans les normes auxquelles ils pourront par la suite exporter à l'étranger. Puisque l'huile d'olive de Kabylie, pour l'instant, elle ne peut pas traverser les frontières. Mes amis, on va marquer une pause musicale. Hussein, Fadila, Patrick, Naguib, Sila Khaloudkan. C'est bon. Allez, calmos. Parce que les auditeurs ils nous demandent ça. Calmos. Pour l'économie. Moi, écoute, d'abord, il faut préserver les oliviers. Ensuite, on va parler de l'huile d'olive parce que ça rentre en tant que... Alors, juste 2 annonces à faire. C'est très important. Donc, on est en train de collecter, Al-Hussein, des fonds pour
aider un peu une famille à financer les trucs funéraires. On a perdu un ami, on vient de l'assassiner devant chez lui en Kabylie, un ami, un Parisien, Mouassaïd de Boussaba, lâchement assassiné, victime d'une bêtise humaine même par ses propres cousins. Donc pour son 40e jour, mes amis, donc on est en train de collecter des fonds. Donc en tout cas le numéro de compte pour envoyer vos dons, il faut vraiment participer. Donc tous ces amis, donc voilà, la banque c'est 14 706, le guichet 00170, le numéro de compte 73 93 74 43 240, la clé 89. Pour les étrangers, c'est le fameux IBAN, c'est FR 76 14 70 601 70 73 93 74 43 24 089. Et bien sûr, toujours dans le cadre de la tolérance, le 22 novembre, l'association Berbère Taïmet de Lyon organise au Centre culturel de Villeurbanne un spectacle pour cette occasion-là avec 3 artistes, Mourad Garbas à Lilou et à Bani Hassan. Bien sûr, ce jour-là, vous avez beaucoup de surprises et de choses à gagner. Voilà. Pour les étrangers, est-ce que juste le code IBAN, est-ce qu'il y a alors le code IBAN pour les étrangers, c'est juste FR 76 14 70 601 70 73 93 74 43 24 089. Voilà. 601 ou 601? Non, 601. D'accord, ok. 600 pour ne pas dire 6001. Voilà, 600, un chiffre 1. Voilà, Asdaoudan, donc FR 76 14 70 600 Wahdes 1 Wahdes 70 73 93 74 43 24 089. Voilà. Donc mes amis, Patrick, Naguib, Fadila, Malika, tout le monde, ceux qui sont sur la toile, on va écouter donc une belle chanson de notre ami Ilia. C'est pour vous, hein. On va pas te lâcher comme ça, hein. C'est Patrice, il est en train de me faire des grimaces là-bas. Il me dit, j'ai entendu que ton ami est un poète, donc on va pas te lâcher comme ça. Voilà. Allez, on écoute Idir. C'était Idir, je vais demander à mes amis de revenir à Dran sur le plateau. On va prendre un appel en direct de Seattle. C'est notre ami Johnny. Hello Johnny. Alors comment dire Abia dans l'anglais Zulflaoul. Voilà, c'est Seattle et Sawardiak. Et alors, c'est de Hussein, c'est de les intervenants. Et voilà, tu nous donnes un peu ton point de vue, ton idée, ce que concernant Eddine Al-Hussein, tout ça. Mon constat, j'ai entendu un peu de naïveté. Naïveté, c'est-à-dire positif. Hein. Naïveté, vous avez parlé de Rabab, et pourtant il a fait Racine Dina, il n'a pas pu même pas exploiter ces choses. À mon moment-là. Oui, d'accord. Voilà, je vais faire un projet de l'huile d'olive. Économiquement, Rabab, c'est un milliardaire. Il peut faire des choses. Il n'a même pas fait un projet en Kabylie. Ils l'ont arrêté. C'est le ministère de l'agriculture algérienne.
Attends. Là, il y a une question là. Tu poses une question. Il va te répondre. Parce que si tu poses 40 000 questions, alors, Arjo, il va te répondre. Naguib, Rabrab, il s'est cassé les dents. Il n'arrivait pas à faire ces trucs là-bas. C'est ce qu'il est en train de donner à notre ami Johnny. Alors, comment suit-il vous vous allez travailler avec ces gens-là. Voilà, c'est un peu ce qu'il veut dire. En fait, avant tout, il faut bien définir la complexité qu'il y a en Kabylie. Par exemple, si moi, je m'intéresse à l'huile d'olive, parce que je suis déjà avant tout de ce métier, donc dans l'éologie, mais le souci, c'est qu'en Kabylie, c'est que les domaines oléicoles restent dans le giron familial. Et finalement, se sclérosent, puisqu'elle ne peut pas se mettre sur un rail économique. Ça, c'est un problème. Nous, on est en train de travailler avec le ministère pour susciter au sein de ces propriétaires terriens, les faire mettre sur un rail économique. Mais on a défini le problème, pourquoi c'est resté dans ce giron familial et pourquoi ces domaines oléicoles, en fait, sont entretenus par des personnes qui ne connaissent absolument rien de l'oléiculture, quoi. Voilà, donc il t'a répondu à ta question. Voilà. En fait, il faut définir les problèmes. On ne peut pas venir à coût de milliards de dollars ou à coût de millions de dollars en disant je vais faire comme ça. Non, il faut qu'on définisse le problème. À côté de ça, il y a des extensions oléicoles, enfin d'oléiculture, qui se font en dehors de la Kabylie parce que, en fait, des personnes, ils veulent pas rentrer dans la complexité, sociologique en Kabylie, préfèrent plutôt développer l'huile d'olive de Kabylie, comme par exemple à Gardaïa, par exemple, ou à Biskra, et là, on voit des cultures intensives. Toujours en préservant la variété dominante de chez nous, qui est le Chimlé. Biskra, bientôt, ils vont faire l'huile des dattes. Le Hussein, oui. Oui, je voulais juste saluer mon voisin de Seattle, Johnny. Et c'est toute vous connaissez le Hussein? Tu connais Johnny? En fait, c'est le pragmatisme économique nord-américain. Il a raison parce que si on bloque quelqu'un qui a des milliards pour faire un projet en Kabylie, c'est pas l'huile d'olive qui va nous sauver. En fait, je suis sûr et certain que si un projet porteur qui a des retombées économiques sur la région, ils vont le bloquer. Et la preuve, c'est Rabrab, c'est clair. J'ai écouté son fils hier ici au HEC à Montréal, et je sais qu'il y a des blocages politiques majeurs, et c'est ça le problème que vous allez affronter. Parce que l'exportation, il la contrôle entièrement. On a de l'huile de tous les pays ici à Montréal parce que ces pays démocratiques, enfin l'Italie, la Grèce, etc., ils n'ont pas de problème à créer des entreprises pour exporter. À Alger, si tu veux avoir une entreprise pour exporter ton produit, ou à Gaïeuse ou ailleurs, ça va, si t'es pas dans le sérail politique du régime, c'est clair qu'ils vont s'étouffer. C'est ça le problème. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire Jolie. Non, puisque Ifri, en fait, c'est un industriel en huile d'olive. Hein. Vous avez Ifri Olive et puis Ifri Eau. Il avait Civital, il a de l'huile, mais il ne peut même pas transporter en dehors même de l'Est, je ne sais pas. Non, Ifri Olive, non. Il n'a pas été bloqué à la douane algérienne, il a été bloqué sur les douanes à la frontière européenne, puisque son olive avait un taux d'acidité plus important. Ah, c'est pas vrai. Je le sais. Johnny, on s'écoute. Non, il est dans le domaine, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Il avait un taux d'acidité. Si. Il avait un taux acidité oléicole auquel à la frontière européenne, il pouvait le laisser passer puisque c'était considéré comme impropre à la consommation. Mais c'est vrai que le paradoxe, en France, on mange bien du fromage bleu, donc avec son moisi, et pourquoi on interdirait l'huile d'olive de Kabylie voilà, c'est ça. Mais avec toi alors moi avec l'ITAF, en fait, on travaille pour faire en sorte de ne pas démolir la typicité de l'huile d'olive de Kabylie, tout en essayant de réduire le taux d'acidité, le taux de peroxyde, pour qu'après on puisse par la suite exporter tout dans le nord, tout dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire la Russie, l'Europe et le Nord-Amérique. Alors, Fadila,
il vous dit, c'est quoi la solution? En fait, moi j'ai compris la question de Fadila, c'est quoi la solution? En fait, elle revient à l'autonomie de la Kabylie. Voilà. C'était ça, Fadila. Exactement. Et t'as vu, moi, il y a Hachin qui me fait. Il y a ce qu'on appelle le feedback. Malika, elle a compris aussi. J'enchaîne juste pour avancer un peu. Enchaîne, D'ailleurs, il y a notre ami Slimane qui pose la question de Paris. Il vous dit, est-ce que vous connaissez le FIDEC? Je vais vous dire ce que c'est le FIDEC. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le développement de l'économie en Kabylie? En fait, le FIDEC, ça veut dire, excusez-moi, juste une seconde. Le FIDEC. Donc c'est un organisme créé par le mouvement de l'autonomie kabyle qui s'appelle Fondation pour l'investissement et le développement de la Kabylie. Et sur le point d'élaborer un riche programme pour prendre en charge honnêtement, je viens d'entendre ce mot, c'est la première fois. Donc mais le problème, c'est vrai, mais là, on a le FEDEC, et tant qu'ils n'ont pas l'autodétermination, ils vont leur brûler leurs espaces, comme ils l'ont fait pour le parallèle avec Mina. Alors, je vois pas pourquoi il y a le FEDEC, ils viennent là. Alors, c'est quoi la solution à votre avis? Johnny, moi je connais la réponse de Johnny. Johnny Amine, c'est tout. Johnny alors extrémiste. Non, il n'est pas extrémiste. Il est très très lucide, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est. Il est pragmatique surtout, mais des fois il a raison quand il dit on est naïf, c'est vrai. Parce que le Gounouvdouad Saranoukozmour, c'est fait exprès pour ne pas produire cette huile, c'est tout. Il a raison, Johnny. Oui. Juste une parenthèse sur les incendies de forêt et surtout des oliviers et tout ça. C'est très grave, je l'ai déjà dénoncé dans les Facebook, dans tout ce que vous voulez. C'est qu'un pays qui a des milliards, 300 milliards de dollars, c'est le seul pays sur le pourtour de la Méditerranée qui n'a pas une escadrille de canadaires ou de bombardiers d'eau comme ils les appellent les Français. Tous les pays, l'Espagne, la Grèce, tout ce que vous voulez, ils ont des canadaires pour éteindre les incendies de forêt. En Algérie, ils sont encore avec les pompiers, là, avec un petit tuyau. Et les Armands, ils font semblant d'aller éteindre un incendie. Là, Patrick, il peut nous répondre, parce que il a servi l'armée française, c'est un professionnel. Voilà. J'étais pompier de Paris. Il peut le dire parce que le vent... Vas-y, Patrick. Alors, vas-y, Patrick. Non, mais vraiment, c'est ce que vous dites, c'est extraordinaire, parce que ça a été un constat il y a 2 ans, donc avec mon épouse, on était au mois d'août en Kabylie. Bon, moi je suis un ancien pompier de Paris. Quand j'avais 18 ans, je suis rentré pendant 2 ans dans les pompiers de Paris et j'étais pompier volontaire 2 ans depuis l'âge de 16 ans. Donc j'ai vu effectivement non pas un bataillon de pompiers kabyles, mais moi je vais dire ça, c'est une triplette. Voilà, c'est une triplette. C'est-à-dire trois valeureux pompiers avec ce que nous on appelle dans le jargon pompier une pissette, c'est-à-dire c'est un petit tuyau, effectivement. Donc nous, avec Malika, on partait sur Tizi Ouzou avec notre voiture de location et on s'est trouvé dans la fumée, donc sur l'axe routier qui part de Tixirt pour aller sur Tizi Ouzou. Et on s'est fait enfumer, justement. Alors c'est vrai qu'ils ont même pas de batte à feu, ils ont pas les équipements, il faut le dire, c'est pas de leur faute, ils ont pas les équipements. Pour être efficace sur les feux de friche ou feux de forêt, on va dire. Et c'est vrai que quand on est arrivé à l'aéroport d'Alger, on est arrivé en soirée, et notre taxiteur est venu nous chercher à l'aéroport pour partir sur Tixirt, et on voyait différents feux de forêt nocturnes sur différents fronts. Et c'est vrai qu'on a constaté... Alors moi au début j'ai dit tiens c'est peut-être des cultures sur brûlis. Mais en fin de compte, non, on m'a expliqué le problème et donc c'était des feux. Même en hiver, quand même quand il y a la neige, on peut pas déneiger, on peut même pas mettre du sel. Bah oui, j'ai vu, il y a eu un hiver rigoureux il y a 2 ans. Mais Patrick, qu'est-ce que tu penses que ça a du sens, ça? Un pays qui a des milliards, qui a des avions de combat les plus sophistiqués, et qui n'a pas une escadrille de des bataillons de pompiers, mais bien voulu, entendu. Mais encore une fois, c'est voulu. Et regardez, si vous le permettez, pour revenir sur les olives, oui. Je voulais vous poser la question.
pourquoi ne pas créer, alors ça peut être fait au niveau des villages, hein, je veux dire, je prends l'exemple de Beniani par exemple, pourquoi vous ne créez pas de coopératives? Alors je connais pas au niveau juridique, etc. Parce que vous savez qu'il y a en France, il y a ce qu'on appelle les GAEC, etc. C'est des groupements agricoles familiaux ou interfamiliaux hein, sur des communes. Et est-ce que le système de coopérative, parce que ça reste local, on va dire, et c'est géré localement, est-ce que ça c'est pas possible? Alors ça, je me retourne devant mon ami, voir si c'est pas possible. En fait, de créer ces coopératives, parce que si alors, vous voyez, ça crée des échelons de production et non pas de partir directement sur une structure, je veux dire, d'un groupe de production qui a quasiment le monopole pour l'exportation de la production d'huile d'olive. Mais pourquoi ne pas créer ces structures coopératives au niveau des villages, etc., qui auraient une force après représentative auprès des institutions? Après, bon, je maîtrise pas juridiquement, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher, mais je veux dire, je pense qu'il y a des possibilités locales de production et surtout de protection de la labellisation et de la production au niveau des villages, hein, des groupements de villages. Là, vous touchez un point essentiel en Kabylie, c'est l'organisation et la solidarité. Et ça, en direction, je lance des flèches même en direction des indépendantistes ou des autonomistes ou tout ce que vous voulez, c'est qu'on a un déficit grave en termes... C'est pas la peine des indépendantistes. Je lance un appel au Kabylie. Oui, mais on a un déficit, Johnny. On a un déficit très grave là-dedans, de solidarité, de créer des entreprises, une organisation collective. On a perdu, ça remonte à l'époque probablement même de colonialisme. On a été déstructuré. Il n'y a pas aujourd'hui, même dans chaque village de Kabylie, des fois il y a des animosités même entre des frères, des cousins. Il n'y a plus de solidarité, ils l'ont cassé. Ça a été cassé ça. Et on a un défi, un challenge formidable à relever si on veut faire cette forme d'organisation. Oui. L'été passé, cet été-là, par exemple, je parlais avec deux frangins qui étaient là-bas, même au niveau, par exemple, des fêtes. Ils sont partis pour 2 semaines ou 3 semaines là-bas. Ils ont passé leur temps à aller d'une maison à une autre pour des mariages. Il n'y a rien de collectif. C'est de l'individualisme poussé à l'extrême. C'est de l'égoïsme. Il y a beaucoup de choses à faire là au niveau social, d'organisation de la société. Il y a un déficit grave. Donc pour créer des coopératives, ça prend une entente. Et ça, il faut le travailler. Je pense que les Berbères ancestraux, au Maroc, par exemple, ils ont gardé ces organisations communautaires, collectives. Ils font mais non étatiques, des célébrations collectives, des mariages collectifs. Ils font beaucoup de choses en commun. Chez nous, même les terres, les parcelles de terre, ils sont partagés à l'extrême. Et c'est l'égoïsme, l'individualisme. Et ça, mais il y a beaucoup de travail à faire, social, peut-être avant. J'ai une chose à vous je pense, Al-Hus, il y a dans pas mal de villages, je suis entièrement d'accord avec toi. Ensuite, je reviens vers Patrick. Il y a également sur la toile, Martina vous dit, les Algériens se sont unis pour payer les paraboles, mais quand il s'agit de travailler, c'est une autre paire de manches. Voilà. Il y a l'absence des comités de village. C'est très important. J'ai une idée à vous soumettre, oui. Notamment à nos auditeurs, enfin, nos correspondants. Il y a une chose qui existe en matière de droit d'investissement. Vous qui êtes de souche kabyle, qui êtes à l'étranger, hein, comme vous avez dit, vous étiez en exil, mais ça, c'est vrai que le terme me plaît pas trop. Je préfère dire que voilà, vous êtes parti expatrié plutôt qu'en exil. Vous savez, en matière de droit des investissements, vous êtes de souche kabyle, mais vous êtes résident au Québec ou aux États-Unis, enfin bref. Est-ce que vous pouvez pas constituer, un groupe d'investisseurs, par exemple? Vous pouvez même créer un fonds d'investissement et faire une proposition d'investissement à l'État algérien. Je vous explique. C'est-à-dire que en matière d'investissement, vous avez les investisseurs ou l'investisseur et l'État qui reçoit l'investissement.
Donc c'est le fait de proposer aux institutions algériennes d'investir en Algérie ou en Kabylie plus spécifiquement pour la production d'huile d'olive. Alors, du fait que vous êtes de souche kabyle et vous avez vos réseaux, vos relations en Kabylie, et notamment les familles, parce qu'effectivement, les propriétaires terriens, bon, je l'ai constaté, ce sont les vergers sont transmis ça reste dans le cocon familial. Mais, et ça, c'est une idée, c'est-à-dire que vous, Kabyles expatriés, c'est de vous rassembler et de créer un fonds d'investissement et de proposer un investissement à l'État algérien. Et là, vous verrez, peut-être vous aurez des barrages, peut-être que vous aurez des barrages, voilà. Mais ça vous permet, alors ça après c'est une entente, d'avoir des fonds suffisants pour être crédible, pour proposer ça à l'État algérien, et l'État qui va recevoir l'investissement. Après, il y a ce contrat d'investissement qui va vous lier, vous et l'État algérien, pour pouvoir vous établir en Algérie pour produire cette huile d'olive et bien sûr créer des emplois, parce que aussi il y a l'objectif de créer des Patrick, emplois. juste un petit mot. Avant de, c'est génial ce que tu dis. Ça je l'ai étudié, c'est pour ça que je l'ai étudié. Tu parles en tant que Français dans un pays de droit, voilà. dans un pays qui respecte. Il y a des obstacles. Alors moi je vais te répondre. Oui, j'arrête. Johnny, s'il te plaît, laisse-moi finir ma phrase. S'il te plaît. Voilà. Donc il y a une chose. En Algérie, d'abord, pour créer ces investisseurs, comme tu l'as si bien dit, il faut d'abord voir s'il n'y a pas un général qui vend de l'huile. Parce qu'en Algérie, il y a un général qui s'occupe du sucre, il y a un général qui s'occupe du café, il y a un général qui s'occupe du ciment, il y a un général qui vend du sable. Il est mort, je pense, parce qu'on n'a plus de vin d'Algérie au Québec. Tous ces généraux, chacun a sa part de marché dans ce pays. Si par exemple tu t'as mis à vendre du café, ils vont venir, ils vont te ligoter là-bas. C'est pas évident pour nous. Ces généraux, l'Algérie est un gâteau. Et ils sont une vingtaine, ils se le partagent entre eux. Voilà, c'est pas évident pour nous. Voilà. Un message. Oui, Johnny, c'est pour toi. Vas-y. Non, mais je sais que. Il y a une fois j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou non, il passe à chaque fois à ramasser des poubelles de la Kabylie. J'ai entendu dans l'internet. Oui. Ça doit coûter Québec $200,000 à $400,000, quelque chose comme ça. On va dire, puisque le français qui travaille, il faut réunir des immigrés, mais je suis au Québec, ça va ramasser des poubelles. On va dire, la poubelle, comme toujours, c'est carrément de mettre les cannes de bière partout. Ça veut dire 400,000, c'est un exemple, Guinée. Et pourtant, en étant en État, si j'entends l'État algérien, est-ce que c'est vrai qu'il y a des Guinéens qui se disent américains? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas parlé de ça, moi. J'ai pas parlé de ça. Non. Il reste de l'Internet. C'est possible, tout est possible. De toute façon, la Kabylie, la sociale Kabylie est pleine de bière. Mais c'est le Québec, l'État québécois, il se garde que 200,000 à 240. Alors ça, c'est le Hussein qui va nous répondre. Est-ce que il y a ça, le Hussein? Oui, il y a de ça. Il y avait un projet, en fait, je pense, dans la région de Tizi Ouzou, mais qui a été bloqué par le régime algérien. En fait, ils étaient prêts, les Québécois, à exporter une expertise pour le traitement des déchets. C'est une grande expertise que le Québec dispose. Et le projet a été bloqué. Ok. Maintenant, pour revenir à Patrick sur les fondations ou au niveau de la diaspora et tout ça, je suis d'accord avec sa proposition. Maintenant, il a ses limites. Il y a ici au Québec la fondation Tilgoua, à laquelle j'aimerais rendre hommage. Tilgoua qui est basée à Ottawa, ici à Montréal, ils ont des membres, et qui fait beaucoup de travail au niveau culturel. Au niveau de la culture, ils ont fait des initiatives vraiment très très importantes dans les prix, par exemple, de Blide Italie. Il y a pour la culture, au niveau de la langue et tout ça. Ils ont invité beaucoup de conférenciers majeurs ici au Canada, que ce soit de France ou d'Algérie, des conférenciers qui parlaient de la culture. Ça marche très bien, la fondation Tilgoua, mais au niveau économique, maintenant, sur la Kabylie elle-même,
Ça prendrait d'autres initiatives probablement un peu dans la lignée que propose Patrick. Mais moi, mes craintes rejoignent un peu celles de Johnny. C'est que, connaissant le blocus économique, c'est comme Cuba, hein, la Kabylie, et pour le régime algérien, comme Cuba pour les États-Unis pendant longtemps. C'est ça qui vient un petit peu tempérer, si vous voulez, un peu les choses. Mais c'est sûr qu'il faudrait débloquer politiquement la situation. Le problème est là. Après, tout devient possible. Tout va devenir possible pour ce pays-là. Moi, je vais donner un peu la parole à Malika et Fadila. Alors, mesdames, vous nous proposez quoi? Non, mais justement, enfin, moi, personnellement, c'est la question qu'on se pose tous. Comment débloquer? Oui, Fadila. Que peut-on faire pour que les choses évoluent et voilà, qu'on puisse arriver à concrétiser les projets en Kabylie? Que peut-on faire? Personnellement, avant de venir à l'émission, j'ai cherché, parce que pour moi c'est un problème économique, il sera réglé par les économistes. J'ai trouvé que 2 contributions des gens qui se connaissent en économie, notamment Mas Belkacem Boukrouf, c'est un économiste et un enseignant d'économie à Tizi Ouzou. Donc il a dit, ce grand monsieur, il a dit, il n'a pas compris comment ça se fait. La Suisse, la question relief, c'est la Kabylie qui est plus riche question relief. Et on trouve que la Suisse est égale à 60 fois le BIP de la Suisse est 60 fois plus grand que celui de l'Algérie. Les Suisses ont compris, excusez-moi, je vais finir ma phrase, les Suisses ont compris que la seule source qui génère les richesses, c'est l'homme. Et l'État algérien a paralysé l'économie en paralysant l'intelligence. Comment, d'après ce monsieur, donc comment ils ont paralysé l'intelligence? Ils ont tout centralisé, et comme tout est central, et l'Algérie c'est un vaste pays, ils ne peuvent pas tout contrôler en même temps, parce que c'est des grands départements, je sais pas comment vous dire, en tout cas tout est centralisé, donc ils peuvent pas gérer tout ça avec des régions aussi vastes, comme par exemple le Beyav, notamment la Kabylie, c'est une grande région. Et sachant que il n'a pas tort, ce monsieur, il a dit que c'est un problème Fadila, on va donner parole un peu aux auditeurs. On a un appel Séghissi Lyon. Depuis tout à l'heure, il nous écoute. Il s'est de signer Azul. Bonsoir, monsieur. Azul, Séghissi Lyon. Vous avez suivi un peu le débat? Oui, j'ai suivi un petit peu le débat depuis à peu près une heure et demie. D'accord. Effectivement. Non, je trouve, pour rebondir déjà sur la dernière analyse de la CAM, de Fadila, qui effectivement, cette étude, elle est certainement pertinente, mais à la différence près que dans une étude économique, en Algérie, la seule difficulté, c'est que c'est l'instabilité, justement, quel que soit qu'on en parle de corruption ou de régionalisme ou de ce qu'on peut dire, ou d'incompétence, c'est qu'il n'y a jamais eu de projet à long terme pour l'Algérie en place, qu'il soit économique, qu'il soit politique, ou qu'il soit d'ailleurs de politique scientifique, ou de politique économique, ou de politique culturelle ou autre. Et le problème, c'est le manque de projet global, sur une vision globale, malgré le fait qu'il y a bien sûr ce joug de la centralisation à Alger de tout, qui est entre des incompétents qui n'ont jamais eu une vision quelconque globale, et donc il n'y a pas de plan global pour l'Algérie, certainement, mais surtout qu'il n'y a pas un plan tout court. Il n'y a pas de plan tout court, et ça peut se voir sur des détails
comme on dit, c'est les détails qui forment le global ou qui forment le tout, mais c'est sur n'importe quel détail, prenons le moindre projet qui a été élaboré en Algérie, même des projets qui ont été montrés comme étant ceux qui allaient redorer le blason du pouvoir en place, comme la grande autoroute algérienne au est-ouest, le machin, ils avaient intérêt à les finir ou à les faire correctement pour redorer leur blason. Même cela, ils n'arrivaient pas à les faire parce qu'il n'y a pas de politique de suivi, il n'y a pas de projet réellement à long terme. On octroie, comme disait tout à l'heure d'ailleurs un des intervenants, on octroie une idée, à partir d'une idée qu'on a copiée ou qu'on a rêvé ou qu'on a discuté à l'oreille, sur l'oreiller de leurs concubines autres qu'ils ont un peu partout, parce que la plupart c'est des hommes ces gens-là. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font finalement? À partir d'une idée, on octroie le projet à une société étrangère avec qui on a bien sûr surtout négocié les pots de vin plus que le projet lui-même, et puis le projet étant surtout un affichage plus qu'autre chose. Ça n'a jamais été un projet pour l'Algérie, c'est un projet pour assouvir un ego personnel ou un besoin personnel. Ça n'a jamais été autre chose. Et donc, c'est le drame de l'Algérie, c'est que le pouvoir a su faire de nous, ou nous faire exactement ce qu'il fait lui-même. Ça veut dire qu'il a pu corrompre le peuple en soi, en faire, je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot de mouton et tout ça, parce que ça devient un petit peu insultant faire nous-mêmes, mais ça, il a fait exactement ceci, c'est qu'il nous en fait, le sport, la corruption est le sport favori des Algériens. Le sport favori de n'importe quel Algérien, du plus innocent des enfants qui naissent aujourd'hui, à partir du moment où ils sont à l'école, ils sont déjà corrompus, jusqu'à ce soi-disant fantôme qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est tous les mêmes. Ils nous ont tous corrompus au point où on ne pourra plus. Quel est cet Algérien aujourd'hui avec cette politique de logement, par exemple? Quel est ce jeune Algérien, aussi innocent soit-il, qui n'a pas tenté, ou qui n'a pas bénéficié d'ailleurs, des 70 millions de centimes là, en dinars qu'ils offrent pour recevoir, pour aller vous parlez de l'ancien. 4 murs qui ne finira jamais. Mais il reste le pauvre, il reste au chômage plus endetté. Il restera non seulement pauvre, mais il est corrompu. Parce que souvent ils ont bénéficié en faisant du faux, en ayant trafiqué déjà tout un dossier par ailleurs pour aboutir à ça. Oui, Ayam Dakoul, donc on va essayer de répondre, même si c'est beaucoup de questions à la fois, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Moulay Chourelif. Yak. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup pour ton appel. Merci. Hussein, Fadila, Patrick, Naïb, mes amis. Alors, vous en dites quoi de tout ça? Bah, si je puis me permettre, bon, là, il y a un auditeur qui a évoqué le problème de corruption. Bon, moi, je ne l'ai pas évoqué c'est un peut-être par pudeur, mais c'est un sujet que je maîtrise bien. Même ici, Malika, c'est vrai. La corruption, si je puis me permettre en tant qu'observateur. Mais comme il déflague ici, c'est une corruption voilà. Attendez, on va se dire les choses, hein, c'est bien. Quand on regarde, moi je regarde ça avec du recul en tant qu'observateur, mais quand l'Algérie, donc déjà, je pense qu'il n'y a pas, comme disait l'auditeur à l'instant, je pense qu'il n'y a pas de réelle politique de développement. Mais par ailleurs, observons quels sont les partenaires, enfin les pays partenaires ou les États partenaires de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on remarque? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on remarque? Les pays partenaires, c'est essentiellement l'Allemagne, la Turquie, la Chine. La France s'est délaissée un peu. Hein, les États-Unis aussi. Il y a les États-Unis que ça commence, mais c'est surtout la Chine, le Japon, l'Allemagne et la Turquie. Les Chinois parlent le kabyle à Tizi Ouzou maintenant. Même se marient avec des Kabyles. Je te jure, moi j'ai entendu des Chinois qui parlent super bien le kabyle. Même pour te dire, ils se convertissent à l'islam. Et regardez, effectivement, la Chine et je crois que d'ailleurs, il y a, quand il y a eu la construction du train, où il y a un projet d'un train grande vitesse en Algérie, hein, je ne me trompe pas, je crois que ce sont des ouvriers chinois, je crois, qui œuvrent sur ces chantiers. Mais vous savez, la Chine, c'est un exemple en matière de corruption qui est quand même, c'est quand même un pays qui est frappé par la corruption et surtout la mafia, hein, par les triades.
Et puis on Canada aussi, hein, on a eu notre part de corruption. Mais je pense qu'on est tous... Patrick, juste pour information, nous avons ici comment s'appelle la commission Charbonneau contre la corruption au Québec. Et nous avons des firmes, malheureusement québécoises, qui sont impliqués dans des grosses corruptions en Algérie. Hussein, c'est une corruption douce. Allez, c'est bon. Voilà. Bon, de toute manière, la corruption, je pense que de nombreux États sont frappés par ce phénomène. Alors plus ou moins déguisés ou maquillés. Bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui que la corruption existe, hein, ou les contreparties. Mais c'est vrai que il faut, de toute manière, quelque part, quand on veut investir dans certains pays, on est obligé de passer par là, hein, ou pour avoir la tranquillité pour investir ou pour produire. Mais je pense que quand Malika disait comment faire et quel est l'outil ou les outils qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre ça. Mais ça, le problème, c'est que en l'état actuel, je vois pas comment on peut le résoudre en Algérie. J'ai constaté des choses, moi, je le vois en plus de l'extérieur. Enfin, j'observe des choses, mais malheureusement, c'est difficile de faire autrement. Voilà. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Et puis, mais c'est vrai qu'on voit qu'en Algérie, tout s'est sclérosé. Regardez. Je pense qu'il y a des grands projets qui ont dû être montés comme pour le traitement des ordures ménagères, effectivement, parce que c'est bien triste de voir des dépôts d'immondices nauséabonds quand on part sur Tizi Ouzou, hein, quand on vient de Tixirt. C'est un peu partout. On voit des gens, on voit des incivilités, des gens qui jettent des pochons avec des immondices par la fenêtre du véhicule. Tu crois que c'est des poubelles, ça? Non, c'est des fleurs. Oui. Et puis regardez, même en matière d'urbanisme, c'est quand même désolant de voir la côte, moi de la Kabylie que je connais, où c'est magnifique. Enfin, il y a un écosystème, il y a un paysage qui est magnifique, et de le voir où on a l'impression que l'urbanisme, il y en a pas. Enfin, des règles d'urbanisme, du droit de l'urbanisme, il y en a peut-être, mais enfin, c'est ce qui est fait, c'est ni fait ni à faire. Voilà, c'est pas respecté. Alors c'est pareil, vous allez peut-être me dire, oui, mais il y en a qui versent peut-être des pots de vin pour pouvoir construire telle chose, etc. Mais ce qui est dommage, c'est de salir, parce que l'Algérie, et je le dis, je vous le dis franchement, c'est un pays magnifique qui pourrait développer des activités touristiques, etc., en maîtrisant, bien sûr, les activités touristiques. Ça développerait des emplois, ça créerait des emplois, ça développerait beaucoup de choses. C'est clair que le tourisme... L'Algérie, elle a tous les paysages. Elle a le désert, elle a le littoral, elle a la montagne. Je vais vous raconter une chose. Et on voit rien vraiment qui se... Patrick, je vous raconte une chose. Ensuite, il y a à peu près 4 ou 5 ans, j'étais avec un ami qui était un officier de police à Tixirt. On était juste à côté comme ça, on discutait. Et puis, il y avait beaucoup de familles. Et parmi ces familles, il y avait un père qui a balancé la peau d'une pastèque. Voilà. Ah oui. A balancé. À côté, il y a une autre famille, mais c'est une famille immigrée. Enfin, une famille qui est partie d'ici pour passer ses vacances là-bas. Et un petit enfant de 7-8 ans, le père de l'autre famille il balance la peau d'une pastèque. L'enfant de l'autre famille, il va aller prendre le truc, la pastèque, il le balance à la poubelle. Et le père, il se lève, il va dire, mais de quel droit tu touches à ça? Tu es qui, toi? Je te jure, ils ont failli se battre avec le père de l'enfant. Il a essayé de lui dire non, il le jette à la poubelle. Mais vous vous rendez compte? Des cannibales, ça, c'est des énergumènes. Et pareil, quand vous voyez que une ville comme Tixirt-sur-Mer n'a pas l'eau courante, voilà, c'est aberrant. Enfin, vous dites, c'est pas possible. L'Algérie est un grand producteur de pétrole, il y a des ressources, donc il y a des revenus, bien entendu, pour le pays. Et vous voyez qu'il y a des choses basiques qui ne sont pas, qui évoluent pas. Moi, je me rappelle d'une image que j'ai vue à Djidjel, c'est la petite Kabylie, là, à l'extrême. À Djidjel, un employé municipal, un employé qui travaille à la mairie, de service de nettoyage, avec sa petite brouette, son balai,
il avait rempli sa brouette d'ordures et il jetait avec sa pelle ça à la mer, ok, avec sa tenue officielle là de la mairie. C'est complètement la culture écologique là, elle est inexistante en fait. C'est grave. On va prendre un appel en direct de Grenoble, Al-Hussein. Il y a pas mal d'appels ce soir. Salah, Azul. Azul Flash, c'est Grenoble. C'est Grenoble, en fait, c'est la première fois que je découvre l'émission avec moi, je l'écoute sur Internet. Donc, parce que justement, je suis d'origine Tigzir. On parle d'un peu de tout, hein, pas uniquement Tigzir. Non, c'est vrai qu'il y en a spécialement. Oui, c'est moi qui ai donné l'exemple parce que je suis de là-bas aussi, donc voilà. L'intervenu, monsieur Montréal, Winan Johnny, Boston, Fadil Toulouse, que je lui passe le bonjour, on ne se connaît pas, mais ça fait longtemps que c'est là, la radio. D'accord. Azul Fellek, Yva. Azul Fellek, la radio. En fait, par rapport justement à ce qu'on peut faire, c'est vrai, après, il est en fait, même les gens, تكمل الناس après ولما تحضر السينما justement par rapport à monsieur qui a intervenu qu'est-ce qui te شو كي تدخل كتشيني يتمر تحضر السينما بعد اي غراكه كيني justement كيني ça te regarde pas c'est la première des réponses à qui ça te regarde pas dès que tu interviens pour quelque chose à qui ça te regarde pas justement le problème les poubelles ni ça doit être par exemple littoral il y a que اللي كانت البيرة تقراونين البيرة هذه روح هذه يسوقوا فريد وبلان تيدير قريطة يتصون فوت يا ناس ينوض بعضها يغرا كاين شي ولا شغل اما كاين في ناس سنيات صدح فرحات l'ancien maire je prononce son mot Ismis يفرض كيفاه خدمي سي لا ميري que je connais très très bien parce que j'ai fait une vingtaine de reportages là-bas sur Tigzirt. Et كيفاه خدمي سي فرض la mairie direction تروح ذاك الناس سيدي خالد تمدوغمون. Comme par hasard, ce soir-là, il y avait une voiture banalisée de flics de 20. Et ben, à la sortie de Tigzirt, il tsla bière et tqareti de ses taq. C'est le maire de Tigzirt lui-même qui balançait des canettes. Il est le produit de la société indienne. Donc, ils sont presque, limite, ils sont tous pareils. يمكن سامي طاري في الشارع لا بلاش دي جون دينا وساونو سون تسنان جو سي با تدرنو في لا صوبان دي اون فامي سي ان غا ils ont passé la journée à la plage روحان ils ont laissé la poubelle كني تجندينا ils sont sales même chez eux ces gens-là. Non, au contraire chez eux non, ils sont pas sales. Je te jure qu'ils sont sales même chez eux, je te promets que c'est vrai. Oui, Al-Hussein. Il y a un village, peut-être que Fadila peut nous le rappeler, il y a un village en Kabylie qui a gagné le prix, qui gagne plusieurs prix, plusieurs années successives, le prix de la propreté. Pourquoi il n'y aura pas un concours de la ville ou du village le plus propre? La ville la plus propre, c'est Zouvga. Ça va inverser. C'est Zouvga. Et Lilton, ils n'ont rien à envier à une ville européenne. Donc il y a aussi matière à éducation, culture locale qu'il faut travailler. La preuve, c'est ce village-là qui nous donne des leçons sur la propreté. Il n'y a pas besoin d'intervention de l'État. Al-Hussein, Zouvga, au Tsafdara, une piste, كلش خدمت سعن l'immigration تبعت سعن ان موزي ذي مقبرت سعن موزي تدارت في مقبرت نسن aucune discrimination يوكيز خوان كيفيتن لي بوش دانسوندي بوين واحد 12 كيلومتر دي بوين امان قدرار ça leur a coûté واقيلا 12 ou 13 milliards وجا شخم ذي قليلتن ونسعر امان ils sont très très organisés. C'est des comités de village très 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 forts. Toute cette région-là, je parle de Ililten, Zouvga, c'est un village parmi d'autres. Nililten, Arnaud Rorson, Bouzgan. C'est des gens très très organisés. Ifira, franchement, c'est un plaisir d'aller les visiter. Pourquoi ça ne fait pas l'exemple de Mohamed pour toute la Kabylie? C'est ça que je me pose comme question. Dans le temps, Al-Hussein, la Kabylie jadis,
tous les villages de Kabylie, ils étaient comme ça. C'était des petites républiques. Donc il y a quelque chose qui s'est cassé dans Kabylie, là, dans certains villages. Alors, vous cherchez le problème. Attends, il faut qu'on en parle aussi, il faut qu'on en parle. Parce que déstabilisé. Ils sont là pour ça. Oui. Non, Salah, oui, vas-y. Oui, au fait, déjà, le problème, en Kabylie, les premiers qui sont attaqués, c'est bien les Français qui ont mis en œuvre tout pour détruire ces jamaat en Kabylie. Parce qu'à l'époque, les Kabyles, justement, ils étaient autonomes et c'était une autosuffisance dans des royaumes pour casser, pour infiltrer la Kabylie. Ils ont commencé par détruire les structures villageoises nord. Parce qu'à l'époque, par exemple, dans un tribunal pour un jugement, il y a aussi le village qui juge. Donc, dans des royaumes, nous disons, avoir dans un pas militairement, je gagne les ethnographies, tout. Donc, ils ont étudié au fin de la structure kabyle. Donc, ils ont tout fait pour casser une bataille le pouvoir. Ouais, mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de restructurer 50 ans après l'indépendance? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi les problèmes pour c'est une question Salah, tu as parlé de l'ethnologie, même ils sont allés étudier la Kabylie, la langue, justement pour ça. Mais il faut pas oublier, même à l'époque où il n'y avait pas les moyens, je te renvoie au livre de Younes Adli, Arsqil Bachir, Bandits d'honneur. Les bandits d'honneur de l'époque, ils ont combattu justement et pourtant c'était une petite poignée avec Omeri, Abdoun, Arsqil Bachir qui a été bastillé à la place et à Zazga, mais c'est une petite poignée, mais ils ont organisé la Kabylie. Je rejoins Hussein, il a raison. Comment se fait-il aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a, la jeunesse, on n'arrive pas à s'organiser? Voilà. Après, c'est une question d'éducation. Bah oui. C'est une question d'éducation parce que après c'est vrai qu'il y avait la guerre civile des années 90 un peu déstructuré la société algérienne en général, puis il y a les événements de la Kabylie qui ont déstructuré la société kabyle parce que quand même il y a dégradé depuis les événements de la Kabylie, il y a quand même une anarchie généralisée. Vous savez mes amis, le seul moyen aujourd'hui c'est que cette région soit autonome. L'autodétermination, la cour, c'est la colonne vertébrale de toute l'éducation, la coulage. C'est l'éducation. Voilà, c'est tout. Il faut parler de l'école. L'école aujourd'hui, avec c'est tout. Oui, d'abord. Non plus, le problème le plus grave, c'est qu'on est infiltré par les islamistes. C'est ça le problème. Alors, Hussein, ensuite Naguib. Hussein, ensuite c'est Naguib. Vas-y, Hussein. Oui, juste pour introduire ce sujet. Tu restes avec nous, Salah, ne coupe pas aussi. Je crois que le sujet est plus que brûlant d'actualité, parce que l'Algérie, c'est un immense pays. Donc, vous me proposez un autre débat vendredi prochain, c'est ça? Hein? Vous me proposez un autre débat? Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. On va faire un autre débat. Allez. Non, je voulais juste introduire parce que j'ai la chance de vivre dans un pays fédéral. Alors, le Québec, on n'est pas indépendant, on est autonome. En fait, il y a une forme d'autonomie. Et je crois qu'il y a toute une éducation à faire à l'échelle nord-africaine, d'Algérie en particulier. Et même en France, ils ont un problème avec ça. On a hérité un petit peu de nos cousins français. On a un français ici. C'est trop bien ce que vous dites. C'est tout à fait ça. Écoutez, le problème d'autonomie est brûlant en Algérie. On a vu qu'il y a ce qui se passe à Gardaïa, par exemple, pour sortir un peu de Kabylie. À Gardaïa ou chez les Touaregs dans l'Azawad ou dans le Hogar. Oui, je crois qu'il y a toute une éducation à faire de toute la population nord-africaine sur les vertus du fédéralisme. Je crois que si on parle de démocratie, la forme de démocratie, selon moi, la plus avancée, c'est celle qui permet aux régions de s'exprimer, d'exercer leur autonomie. C'est clair que, par exemple, on prend même un Touareg qui est pourtant berbère. On n'a pas la même culture que les Kabyles, les Chaouis non plus, ils n'ont pas la même culture.
C'est un pays immense, il y a une diversité, une richesse qu'il faut préserver. Notre mode d'organisation en Kabylie, on l'avait optimisé avec le temps, on avait atteint une certaine forme d'équilibre avant la colonisation, c'est clair. Mais avec le régime actuel, depuis 50 ans, en fait, ils ont essayé de copier, de singer un peu le pouvoir jacobin français, donc d'écraser toute expression régionale, etc. Et on se retrouve aujourd'hui dans une culture en Kabylie, je pense que c'est là qu'il y a un déficit énorme à rattraper, avec une culture d'uniformisation, en plus avec une idéologie pan-arabiste, pan-islamiste et tout ce qui s'ensuit. Et on paye un peu les conséquences de cet aveuglement de la politique. Et dire autonome aujourd'hui, c'est presque un tabou en Algérie, ou même en France, d'autonomie. Même l'autonomie, tu parles du mot association berbère, culture berbère, c'est un tabou. Là, il y a Djouz. Il faudrait dire aussi très fort là, de Mohamed, là, haut et fort, c'est que les 22 nations les plus développées sur la planète aujourd'hui, c'est toutes des fédérations. Je regrette de le dire comme ça, mais vous prenez l'Allemagne, vous prenez le Royaume-Uni, vous prenez la Belgique, l'Italie, c'est toutes des pays, le Canada, je parle pas, les États-Unis, c'est toutes des fédérations des nations les plus avancées. Alors, Dalila nous dit également, et nous écoute, il ne faut pas faire comme l'Irlande. Est-ce que vous pensez que l'Irlande, ils ont mal fait L'Irlande ou l'Écosse? Elle parle de l'Irlande. Vous permettez oui, écoutez, le monsieur... mon point de vue sur l'Écosse, ils ont eu déjà la chance de s'exprimer. C'est un peuple démocratique. Bon, ils ont vu qu'ils n'ont pas la majorité, les indépendantistes. Mais ils vont faire avancer leur projet de société. Le pourcentage élevé qu'ils ont obtenu pour l'autonomie, c'est sûr que maintenant la balle est dans le camp de Royaume-Uni. Il y a déjà des concessions qui vont être faites. Absolument, ils vont être obligés de faire des concessions. Voilà. Ici au Canada, le Québec, on a eu 2 référendums. On les a perdus. En fait, les indépendantistes, les séparatistes ont perdu les 2 référendums. Mais le poids en fait de ça, c'est qu'au niveau fédéral, ils marchent sur des œufs avec le Québec là. Ils sont obligés de faire des concessions. Bon, les hommes, vous avez de l'avance sur les femmes. Hein. Vous avez trop parlé là. Mais je tenais à dire ce que vous dites, monsieur. J'ai un compteur là. Ce que vous dites, monsieur, c'est vraiment remarquable. Votre analyse est vraiment très juste. Vous êtes vraiment dans le juste. Alors, moi personnellement, je suis franco-allemand, hein, de par ma mère, je suis allemand. Et c'est vrai que moi je penche, même si je suis né en France, que je travaille en France, que j'ai évolué en France, pour moi le modèle allemand est probant. D'autres pays, donc effectivement fédéraux, sont probants aussi, parce que regardez, en Allemagne, ce sont des Länder. Ils ont leur propre autonomie financière, enfin ils fonctionnent en autonomie, ils ont leur propre police, etc. Et après, ils ont effectivement des institutions fédérales. Mais les cantons en Suisse aussi. Voilà, et c'est vrai que vous avez totalement raison, ces modèles-là sont pour moi à suivre, quelque part. Bon, après, il faut les adapter aux régions concernées, au contexte, mais c'est vrai que l'Algérie, vous avez totalement raison, je pense que ça aurait été une bonne alternative. De faire cela, parce que déjà je pense que ça aurait satisfait pas mal de monde. Absolument, et je peux te dire, Patrick, même à l'échelle de l'Afrique du Nord, parce que ça a coûté des milliards à l'Algérie et au Maroc le conflit du Sahara occidental, alors que si on avait une forme d'organisation fédérale, c'est le problème du Sahara occidental va disparaître de lui-même. Et ça engloutit des milliards de dollars, je dis bien des deux côtés, du côté du Maroc et d'Algérie. Alors que s'ils avaient une forme d'organisation plus fédérale, le Maroc, il y a le Rif, il y a le Sud, il y a le Sahara occidental. Alors, juste, Salah, parce qu'on va libérer l'antenne, une dernière question. Non, juste par rapport au fédéralisme, faute d'autonomie ou d'indépendance, au moins un fédéralisme. Parce qu'en fait, il y a le Sud, il y a le Constantinois, il y a l'Oranais, donc c'était des wilayas historiques, au moins instaurer un fédéralisme, c'est le minimum. Après, pour le problème, le Sahara occidental, il y a un problème d'ego entre les Marocains et les Algériens, il y a un problème d'ego, donc ils ne vont pas se lâcher. Ouais.
Donc, merci Salah, tu restes branché, tu appelles quand tu veux mon ami. Hein. Merci. Alors on se donne rendez-vous à Tmdougoun, arrive Chara. La prochaine fois, puisque c'est la première fois que tu découvres par Non mais on va proposer un autre débat vendredi prochain avec Del Hussein, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir, je serai là, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, il y a d'autres, notre amie Martina, elle peut appeler maintenant, elle veut intervenir, c'est vrai qu'elle n'arrive pas, sa sonne, c'est occupé. Alors voilà, il y a une ligne qui est libérée, donc allez-y. Naguib, vous voulez dire quelque chose? Vite fait, en fait. Vite fait, Naguib, ensuite Fadila. C'était juste pour revenir sur la gestion des déchets, des ordures ménagères en Algérie, qui a un manque de gestion. À savoir que, bon, comme on le disait tout à l'heure, un pays avec une richesse de 97% d'hydrocarbures et qui importe tout, à savoir que déjà les matières premières en Algérie sont subventionnées par l'État algérien. L'Algérien qui va payer 100 kilos de semoule, il faut savoir que l'État algérien a payé bien plus cher que ce que l'Algérien a payé à la boutique déjà. Donc il y a une subvention. Je me pose la question, en fait, si l'État algérien ne voudra plus, ne veut pas, en fait, investir des centres de déchets ménagers, parce qu'il pense qu'il a déjà balancé beaucoup d'argent dans les subventions de matières premières. Oui, Fadila, c'est pour toi. Oui, donc juste un petit mot pour le fédéralisme, il a été proposé les années 80, 90, mais il a été rejeté. Donc ils accepteront jamais de question de fédéralisme. Si on revient à la Kabylie, je parle souvent de la Kabylie parce que quand j'ai cherché des études économiques sur l'Algérie, j'ai trouvé deux études phares. Il y a celle de l'économiste là, Belkacem Bourha, j'ai oublié son nom, et la deuxième c'est celle de Mess Bouazizi Chebib. Donc il disait que le port à Nefgaïf, c'est le deuxième port en Algérie. Il a donné quelques statistiques. En 2010, figurez-vous qu'il y avait 380 000 tonnes de marchandises selon les chiffres officiels, et tout ça a généré 16 millions de dinars algériens, soit l'équivalent de 225 millions de dollars. Où est-ce qu'ils sont les 225 millions de dollars? C'est pas Sgaïf qui en profité. Oui. Ils sont partis quelque part. Alors, ils vont te répondre, Fadila. On va direction de... Je crois qu'on nous appelle de Béziers. C'est Martina. Bonsoir Martina, Azoul. Bonsoir Azoul, Mohamed. Tu nous appelles de Béziers, c'est ça? Oui. Et il fait quel temps à Béziers? Il fait chaud, il fait très bon aussi. Oui. Tu nous écoutes, Martina? Oui. Ça vous plaît un peu? Oui, absolument. Ça me plaît énormément. J'ai découvert il n'y a pas longtemps cette émission et je trouve ça fantastique. Et du coup, tu restes à nous écouter tous les vendredis? J'essaye. Eh bien, alors parle-nous un peu en kabyle. Très simple. C'est bien ça. Oui, c'est pas compliqué. Nous, elle n'est pas compliquée. C'est gentil. Voilà, en fait, je voulais dire encore merci pour m'avoir invité, et surtout que vous faites un boulot fantastique et les débats sont toujours très intéressants. Donc en fait, juste le point de vue que je voulais apporter, moi, c'était plus pour dire, c'est vrai que l'Algérie, ça reste un pays où tout est à faire en fait, même pas à refaire, parce que ça manque de tout. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des blocages partout et les gens ont envie de faire plein de choses pour sortir un petit peu le pays de ce cauchemar-là. Et ça reste parfois une mission pratiquement impossible. Mais bon, moi je me dis, il faut essayer de continuer le combat, et surtout, moi un point très important pour moi, c'est d'éduquer notre génération.
Donc, c'est-à-dire éduquer nos enfants, parce qu'en fait, sinon, c'est la dérive totale. Et il faut qu'on prenne conscience vraiment à tous les niveaux et peut-être à des niveaux personnels, parce que si on n'élève pas nos enfants, eh ben, personne ne fera le boulot pour nous. Ou du moins, ça donnera en fait, ça créerait des failles. مكني مدنا غناديش من دينا نصرفن قراو إنسان et puis après bon les conséquences sont graves après. أنوي مدنا كان وافغا الدينار مدنا مدني يبغى البطل. ويلي فيك نسعان ثمار ثم قران. فوالا. فهمك ما مختنا. فوالا فهمتي فهمك. heureusement فهمك الحسين يفهمك موسي فضيلة bien sûr. Donc en fait إلا نكون يعني نزور نكون نربي راونا سنسكينين الهانين قاعدين et par expérience les résultats sont en tous les cas merci Martina voilà. Tu vois c'est busy si Grenoble c'est américain c'est Seattle de Paris de partout ce soir merci. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter à nous suivre et surtout merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Ah oui c'est fait pour il n'y a pas de souci Martina merci, ça m'a fait énormément plaisir au revoir merci beaucoup merci beaucoup au revoir. Voilà, Hossein, on a fait le tour, Patrick Fadila. Oui, je voulais juste dire à Martina qu'ici il fait 0 degré, malheureusement. Et là, déjà, je sais pas. C'est presque l'hiver, on est encore en été officiellement, l'automne c'est lundi prochain. Mais les oiseaux migrateurs, moi je suis un amoureux de la nature depuis que je vais au Canada. Nos oiseaux migrateurs ont commencé déjà à partir. Voilà, ça c'est pour la température, mais c'est très intéressant de Mohamed. J'aimerais bien participer encore à d'autres discussions du genre, pousser un peu plus, peut-être. Oui, bien sûr. Contribuer au débat. Promis, vendredi prochain, on va faire la suite. Hein. Il faut que je revienne alors. Il faut que je revienne. Bien sûr. Cette notion d'autonomie, de fédéralisme, etc. Alors, Hossein, de Béziers à Marseille, il y a Hassan de Marseille également. On va leur donner un peu D'accord. On va leur laisser un peu l'antenne aux auditeurs. Hassan, Azul. Salut, bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va Hassan, c'est la Cannes-Bierne ou Non, là, moi je travaille à Lyon en fait. D'accord, mais vous êtes Marseillais quoi? Oui, je fais des délices en fait. Tu peux nous faire un jour la bouillabaisse? Bah, si vous voulez. Tu sais la faire ou pas? Ah ouais, on peut se débrouiller. Hein. Ouais, parce que les Parisiens, ils vous aiment beaucoup les Parisiens. Ouais, mais vous savez pêcher vous? Ah bah écoute, attends, moi je suis né à Tixir, Hassan, bien sûr, je sais pêcher. Moi je suis né à Délice aussi. Hein. À la Délice. Ah bon, à Délice, je connais moi. Voilà, le monde est petit, ça y est. Ouais. Alors Hassan, Amish. Voilà, je voudrais parler un petit peu là, un peu de l'Algérie. C'est malheureux parce que bon, c'est un beau pays et tout, vous savez. Moi, j'y vais chaque année en Algérie. Et ça se dégrade de plus en plus. Vous connaissez Délice, bien sûr. Oui, bien sûr. Même récemment, je suis allé visiter le phare de Délice. Ouais, le phare, ouais. Ils l'ont refait parce que... Ils l'ont refait, mais je préfère comme il était avant. Le vieux phare ou le nouveau phare non, moi j'ai visité le vieux phare. Hein. Ah ok. C'est lui à côté du cimetière là. Voilà. J'ai même écrit un article sur les phares de Cap Siglé, de Délice. Pour moi c'est magique. Le phare de Délice, vous savez comment il s'appelle son cap? Les Smith. Il s'appelle Cap Bengut. Oui, quelque chose comme ça. Oui, Bengut, exact. Voilà. Cap Bengut, voilà. Voilà, mais malheureusement, Délice, ces dernières années, c'est devenu un peu le triangle de la mort. Hein. Ouais, mais vous savez, toute l'Algérie, c'était le triangle de la mort. Ouais, mais surtout Délice, tout ça, c'est catastrophique quand même. Délice, Barlia, Sidi Daoud, toutes ces régions. Ouais, mais ça, c'est... Vous savez, c'est un peu... Elle est bizarre. C'est morose tout ça. Hein. J'ai connu cette région quand elle était... Non, mais c'est bon, mais les questions... Habituellement, les Marseillais sont plus gais. Hein. Pardon? Les Marseillais sont plus gais. Bon. Ouais. Donc, il faudrait, pour l'environnement, tout ça, pour la saleté, tout ça, l'Algérie,
c'est un pays très sale. Même à Alger, moi je suis allé à Bab el Oued et tout. Là, c'est partout, vraiment... partout. Il n'y a pas un endroit qui est propre. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez le ministre, là, ministre de l'environnement algérien, c'est oui. Rahmani, c'est ça Rahmani, ah, c'est ça. Quand vous savez que ce monsieur possède peut-être des centaines d'appartements à Paris, au lieu de s'occuper de l'environnement algérien, au lieu de s'occuper de la propriété d'Algérie, ces messieurs-là vont acheter des hôtels, des appartements qui relouent là, à Paris sur les Champs-Élysées. Ça vaut des fortunes, ça, un appartement sur les Champs-Élysées. Eh bien, ces messieurs-là, ils achètent, hein, au lieu de... C'est pour ça que l'Algérie, elle est pourrie, elle est sale. Comment vous voulez que ce soit propre? Au lieu d'acheter des camions poubelles... D'accord, Hassan, mais c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Ça, le constat, tout le monde le fait. On a tous fait ce constat. Mais c'est quoi la solution? Il n'y a plus de solution, monsieur. Moi, je vais vous dire quelque chose. On parle de l'autonomie, on parle de l'auto de... Tu es pour ou contre? Oui, moi, je suis pour, bien sûr. Ben voilà, par exemple. Je suis pour, mais comment vous voulez faire quelque chose alors que vous avez des mafieux en face de vous? Vous pouvez rien faire, monsieur. C'est fini. Il faut faire quelque chose quand même. On ne va pas se laisser faire. Non mais excusez-moi, pour la propreté, c'est à chacun de faire quelque chose. Hein. C'est pas ni l'État, ni, c'est vrai. ni le maire, c'est à chacun de faire un effort, de ne pas jeter par terre, et c'est tout. Hein. Ouais, mais madame, vous jetez par terre, d'accord? Oui. Mais donnez les moyens aux gens, mettez Il n'y a pas de moyens. Vous buvez une bière, et la bouteille, vous la jetez chez vous parce qu'il n'y a pas de poubelle. Effectivement, en Algérie, on n'a pas forcément une poubelle tous les 2 mètres. Vous la gardez, vous la jetez chez vous. Après, effectivement, s'il n'y a pas de camion d'enlèvement des ordures, je peux comprendre, mais bon, il me semble que c'est quand même... Voilà. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami, il est parti là, cet été là, en Algérie. Il est parti au mois de juillet, au port. Il est arrivé au port d'Alger là. Au port d'Alger, c'était l'anarchie. C'était les cousins qui passaient devant l'autre, les amis qui passaient. Oh, après, ça, c'est parti pour un siècle, ça. Bien, on connaît tout ça. Moi, il y a le grand industriel français, Louis Nicolin, le président de Montpellier, le spécialiste des poubelles convoisées. Il est allé signer un contrat à Tizi Ouzou. Il est revenu bredouille. Vous vous rendez compte? J'en ai entendu parler. Attends, alors parler des trucs, le mal est beaucoup plus profond. Oui, le Hussein. Oui, juste, je veux en fait intervenir quand j'ai entendu. Hassan, merci beaucoup, mon ami. Hein. Quand j'ai entendu sur les poubelles, merci beaucoup. Sahet. Oui. J'étais à Bougie, le parc national Imaguraya. J'étais d'ailleurs accompagné même par des gendarmes pour la... Même il y a des poubelles à tous les 20 mètres, il y a une poubelle flambant neuve. Et les gens s'amusent à jeter les bouteilles et tout ça à côté, mais jamais dans la poubelle. Les poubelles étaient vides. Donc il y a un travail d'éducation à faire grave en Algérie là. Au lieu de parler de religion matin et soir là, il ferait mieux de donner des cours d'éducation sur l'écologie, sur des choses utiles, là. Je pense que c'est là qu'il y a un problème. Il n'y a aucune éducation. On voit ici dans les sociétés avancées, dans les pays avancés, la place qu'occupe cette dimension-là écologique, c'est vital. Ils sont en train de... Moi, je leur ai dit à bouger, là. Vous êtes assis sur une bombe à retardement. Toutes ces déchets, toutes ces ordures qui sont... la nappe phréatique est complètement polluée. Et c'est clair que ça, c'est la responsabilité de l'État. L'État ne fait absolument rien pour éduquer les gens dans ce sens-là. L'école, la télévision, ils ont tous des moyens d'éduquer. Mais moi, je suis d'accord, Al-Hussein, je suis entièrement d'accord avec Malika. Il y a des choses... qu'on peut faire nous-mêmes. Vraiment, je suis par exemple, Ramadan, en plein mois de Ramadan, l'année passée, Yak. Moi, je les ai vus. Je suis allé animer un spectacle de Tizi Ouzou.
Front de Madfadak Nitam dans une belle université qui vient juste d'être construite. Elle est énorme, un très beau site paradisiaque. Et ben les familles de Front, mais de la fac il y avait une route, la nature, etc. Les poubelles, le premier, le deuxième, le troisième. Elle est devenue énorme au bout de quelques jours. Donc, ce n'est pas le ministre, le président ou un flic ou je ne sais pas quoi qui va venir nettoyer devant ta porte. Je suis désolé. On est sale, c'est notre culture. Voilà. Il y a une éducation à faire au niveau, c'est sûr, des gens, des enfants, la famille, etc. Mais l'État ne fait rien pour faire la promotion, pour éduquer pédagogiquement. Voilà, pédagogiquement, c'est très bien que l'État ne fait rien à tout point de vue. De toute façon, à tout point de vue, l'État ne fait rien. Donc, au niveau de la propreté, il faut au moins qu'à ce niveau-là, les gens soient plus disciplinés. Plus disciplinés, exactement. Si je puis me permettre justement de rebondir sur le phénomène. Juste une info, Patrick. Oui. Ils sont en train de mettre en place. Récemment, ils sont en train de mettre en place, je crois que c'est un projet vraiment à grande échelle, des vidéosurveillances justement contre cette décharge publique dans toute l'Algérie. Oui. Voilà. Par contre, une remarque effectivement, là, je pense qu'il y a effectivement un problème majeur d'autodiscipline. Pourquoi lorsque je me suis rendu au cimetière de Tixirt pour aller sur la tombe de mon beau-père, on a mis 10 minutes à nettoyer. Ne serait-ce que l'entrée du cimetière où il y avait plein de bouteilles vides, de sacs en tout genre, etc. Avec ma belle-mère, on a nettoyé pendant 10 minutes le tour de la sépulture et même l'entrée du cimetière. Donc là, on est plus effectivement dans un problème d'autodiscipline individuelle plutôt que dans un problème d'un problème institutionnel. Oui. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un problème d'éducation tout simplement, de comportement, mais je ne jette pas la pierre donc aux gens de Kabylie parce qu'à Paris, ça devient, c'est pareil. C'est pareil. Donc, je pense que l'école peut jouer un rôle fondamental. On voit ici... tout le monde, les parents, l'école, tout le monde doit jouer. C'est une chaîne éducative. C'est la chaîne éducative. Des journées pour nettoyer la ville, ils organisent toutes sortes de choses pour conscientiser les jeunes. Il y a des villages qui font ça. À Beniani, ils le font, ça. L'école Al-Hussein peut jouer un rôle, oui. Mais si tu m'amènes un professeur, un instituteur et Tchoumoun Zetouaraj et Tchikiv, non, je suis désolé parce que les instituts moi je rencontre un instituteur, je ne parle pas des autres, je parle de chez moi. Je connais un instituteur, il est H24 ivre. En état d'ébriété. Voilà, donc en plus ses facultés morales et intellectuelles, il est au top, hein, Miss Giskar. Voilà. Quelle image qu'il va donner à un élève il a mis l'alcool. Il n'est pas crédible. Voilà, il y a tout à revoir, mais il n'y a pas qu'en Algérie, de toute manière. Hein. C'est pas qu'en Algérie. Oui, bon, allez, il nous reste 5 minutes. On fait le tour de la table. On commence par les femmes. Fadila, ensuite Malika, Naguib. Allez, on fait le tour. Fadila. Une minute. C'est un débat sans fin. On dit voilà la solution. Tu mets la solution, tu vas monter cette émission et tu la mets sur la toile. Voilà. Voilà, d'accord. Et on fait la suite vendredi prochain, promis. Inch'Allah. Salut, salut, merci. راح يسلم عربي. Naguib. J'ai pas grand chose à dire, mais je dis que bon, il faudrait peut-être que les Algériens arrêtent de faire des constats sur leur pays et faire avancer le pays. Parce que faire des constats, on peut en faire des encyclopédiques ou on peut en faire des tonnes. Est-ce que ça ne serait pas aussi vouloir échapper à la réalité, enfin échapper à sa responsabilité ? Faire des constats, c'est faire la honte aux dirigeants de ce pays. Il faut les faire bouger parce qu'ils ne vont pas te laisser faire des choses. Mais on a tous envie de faire des choses, mais il y a toujours des bâtons dans les roues. Quand je vois du côté, enfin vers chez moi à Irilali, il y a des mouvements de jeunes qui se donnent. Vous êtes d'Irilali ? À côté d'Irilali, oui. À Zmalt ? Non, à côté, à Gendouz. À Gendouz. Gendouz, juste en dessous, quoi. Hein. Oui, j'ai aussi de la famille à Irilali, quoi. Ouais, c'est la famille Amrouche, il est là-bas.
Jean Amrouche, Marguerite et Madsen, etc. Voilà, très très belle région. Même d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi, Boumediene était originaire de là, la famille de Boumediene. On croit tous qu'il est de Guelma, mais en fait, il viendrait de là. Oui. Son grand-père vient d'Irilali. Voilà. Et mon collègue de Démanche, il est de Ivehlel, donc à côté de Irilali. Malika, alors, ça t'a fait quoi d'être là aujourd'hui? D'habitude, tu nous écoutes de Paris. Aujourd'hui, vous êtes là. Oui, mais j'ai... Ça va, vous êtes content? Ah oui, impeccable. On a abordé des sujets très intéressants qui peuvent normalement faire avancer les choses, mais bon, comme on disait, on nous met des bâtons dans les roues, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y en a d'autres qu'on peut faire, comme la propreté. Voilà. Merci, mais bon retour à Paris. Merci beaucoup. Et vous venez à chaque fois que... Bien sûr. Et Patrick? Bah écoutez, moi j'étais ravi de pouvoir m'exprimer sur votre antenne. Moi ce que je peux constater, c'est que il y a une force intellectuelle quand même au sein du peuple kabyle. Je l'ai encore constaté ce soir par les auditeurs, par les propos tenus par les auditeurs et par les gens ici présents. Ça sera avec plaisir que je reviendrai s'il y a d'autres débats vraiment importants. Mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est que la clé, on ne l'a pas. Je vois qu'on ne l'a pas, la solution on ne l'a pas pour faire évoluer les choses dans le bon sens, pour la Kabylie. Je pense c'est vraiment très sensible déjà comme sujet. Mais je pense que continuez à vous battre, à faire respecter vos valeurs et à les faire valoir. Et je tenais à dire un grand sahet à tout le monde, et puis je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté surtout. Merci Patrick. El Hossein? Moi, à mon tour aussi, de te remercier pour cette opportunité de partager les idées, et aussi à Fadila, grâce à qui j'ai pu intervenir ce soir. Aussi. Et on va faire la deuxième partie vendredi, Et même si Patrick il est à Paris, il sera en direct avec nous, il n'y a pas de souci. On va reprendre en Negev également. D'autant plus que je profite aussi pour faire un clin d'œil à Tassadid qui nous écoute d'Alger. Donc ces débats-là, surtout s'il les met sur la toile, je pense que ça mérite d'être connu. Ça sort un peu. Alors, il nous reste 30 secondes. Tu nous promets vendredi prochain 1 ou 2, voire 3 poèmes. Ok, merci beaucoup.